content d'accueillir Marc Combier ce soir. J'ai connu Marc Combier il y a très longtemps, on est des vieux copains, aux Gens d'Image, à l'association des Gens d'Image, qui était une très belle association comme la Société du genre de lettres, la Société des Gens d'Image, qui a été créée il y a longtemps par Albert Plessis, qui était un très grand journaliste. Et les Gens d'Image continuent. On a ici le secrétaire général de Gens d'Image actuel, qui est parmi nous. Et cette association, chaque année, deux prix connus, le prix Niepce et le prix Nadar. Le prix Niepce honore un photographe, n'est-ce pas? Et le prix Nadar un livre sur la photographie. Donc, on est très content d'avoir ces personnalités-là. Il faut savoir que Marc, qui est le fils de son papa, qui a créé les éditions SIM, moi, pendant longtemps, quand je voyais les cartes postales SIM, je croyais que c'était le nom d'un photographe. Photographe SIM. Et finalement, c'est pas du tout ça, je m'étais trompé. Donc ça veut dire combien imprimeur à Mâcon. Voilà, donc, parce que la Bourgogne, il connaît la Bourgogne comme sa poche. Non seulement il connaît bien sûr tous les paysages, mais tous les restaurants, parce que c'est un spécialiste de gastronomie, en plus. Il faut le dire quand même. Voilà. Et bah écoute, je crois que je vais te laisser la parole, parce que tu as beaucoup de choses à dire, je ne veux pas monopoliser. Donc, à toi de jouer. D'accord, merci. Merci d'être là, oui, absolument. On a eu des épisodes un petit peu difficiles, puisqu'on aurait dû se voir un peu plus tôt. Mais bon, c'est comme ça. En ce moment, ça arrive. Alors, je vais vous proposer une espèce de balade en images. Ce ne sera pas vraiment une conférence, parce que le terme conférence, c'est peut-être pas adapté. Avec les images qui ont été produites par mon père, qui a effectivement, donc, comme l'a dit André, a créé cette entreprise qui s'appelle Combien Imprimeur Mâcon, il avait trouvé d'autres noms. Et moi, quand j'ai connu mon père, il avait 60 ans, c'est-à-dire quand je suis né, et malheureusement, il est décédé, j'avais 17 ans. Donc finalement, en 68, il est décédé, je l'ai peu connu. Je l'ai peu connu. Bon, quand on est enfant, on n'a pas la même vision, et au moment où moi je rentrais à Estienne, sans vraiment qu'il le sache d'ailleurs, parce que je suis rentré à Estienne, lui il avait d'autres choses à s'occuper dans ses affaires, il a appris que, c'est un jour, il a appris par le directeur de l'école Estienne que je rentrais à l'école Estienne. Alors ça l'a un peu surpris, mais j'ai fait deux ans d'Estienne et il est régulièrement à l'école. Et c'était toujours des moments assez étonnants, puisque lui, ce garçon, il est né, je vais l'expliquer, dans une famille de paysans du Mâconnais, et la technologie, c'est lui qui la faisait un petit peu. Quand on parlait de technologie à l'école Estienne, lui, il ne comprenait pas du tout. C'était pas comme ça qu'il avait appris le métier. Lui, il l'avait appris sur le tas, par ses propres moyens, et donc c'était toujours un petit peu, presque délicat. Je le voyais un petit peu s'engueuler avec les profs de technologie, en disant, mais non, M. Combier, ce que vous dites, c'est pas ça du tout, non, vous vous trompez. Alors lui, c'était pas le genre. Il avait une grosse expérience, mais il avait sa façon de découvrir ce métier. Voilà, alors on va commencer. Oh, écoutez, c'est comme un long métrage, hein. Vous voyez, à peu près. 1 heure, 1h05, 1h20. Et puis vous pourrez m'interrompre, il n'y a pas de problème. Alors, on y va. Ah, c'est vrai que ça commence mal. Tiens, faut que tu pars pas. Voilà quand même. Donc, voilà, il avait ici une soixantaine d'années. C'est vraiment à ce moment-là que je l'ai connu. Il est ici, dans l'atelier de la maison. Il avait beaucoup de contacts avec l'entreprise. Il était, comme on pourrait dire, un peu paternaliste, mais il avait une grande proximité avec ses employés. Et il y avait très souvent des fêtes dans la maison, et là, c'est le plus, je pense, c'était pour une médaille du travail ou une chose comme ça. Alors ça, c'est une des dernières photos que j'ai faites depuis en 67. C'est sur la plage, à Saint-Palais-sur-Mer. Alors voilà notre photo. Vous voyez qu'on voit comment elle était, c'est un petit peu le retour. Vous voyez, sur la plage, lui, il était
en tricot, comment on appelle ça? C'est le... Oui, c'est Polo. polo. Ah, merci, polo, manche longue. Et puis, qu'est-ce qu'il a sous le... Ici, c'est un appareil photo. C'est pas vraiment l'appareil photo qu'on a maintenant, puisque ça, c'est ce qu'il appelait son japonais. Il avait une espèce de façon de parler, il avait des appareils dentaires plein la bouche, donc il avait des appareils qui lui faisaient parler un peu dur. Et son appareil photo, c'est son japonais. Donc c'est des appareils photo qui étaient destinés à la photo aérienne, mais lui, il les avait adaptés pour faire de la photo au sol. Et sur la plage, on faisait des photos avec des appareils qui faisaient 7 kilos. Tout a commencé en début du siècle, du XXe siècle. Il s'avère qu'il avait un certain talent et une prédestination pour la photographie. Soi-disant, alors ça encore une fois, je ne peux pas vraiment le certifier puisque je n'étais pas né depuis longtemps, en 1907, le curé du village l'aurait incité à participer à un concours de photographie et donc il a gagné un premier prix, je crois que c'est un premier prix, oui, c'est ça, une deuxième division, donc dans ce prix qui s'appelait Niepce et Daguerre, vulgarisateur de la photographie. J'en sais pas beaucoup plus, mais c'est vrai qu'on a toujours ce diplôme avec nous, et c'est un petit peu ça le point de départ de sa carrière. Voilà le personnage en autoportrait, il avait 18 ans, il faisait presque déjà un peu plus mûr, avec son appareil. Alors je sais exactement comment s'appelle cet appareil, j'ai oublié un petit peu, mais en tout cas voilà, il est ici en grande tenue. Alors tout ça se passe à Serrières. Serrières, c'est un petit village du Mâconnais, qu'on le voit ici photographié, et ça c'est une de ses premières cartes postales, on n'en a pas beaucoup, moi je dois en avoir 3 au maximum de cette époque. Donc quand il se lance en 1907, c'est le point de départ de sa carrière, c'est 1907, il va photographier donc les villages alentours, Serrières, où il était natif et où il habitait, et où il va faire pas mal de photographies, mais avant toute chose, il part de chez ses parents qui étaient viticulteurs, agriculteurs, et là il a un problème avec son père qui lui dit « Écoute, c'est bien joli, tu vas faire ta photo, tu vas partir, mais moi je suis obligé de prendre un commis pour te remplacer. Donc tu vas payer le salaire pendant au moins 1 an. » Donc première chose pour l'aider à démarrer dans la vie, son père, mon grand-père, commence à lui dire ben voilà, il faut payer un salaire de commis. Cette carte postale elle est amusante parce que les quelques cartes postales que j'ai, ce sont des cartes que lui, il a écrites. Donc c'est assez rare, c'est une de ses photos. On voit ici marqué « Au choix, mesdemoiselles ». Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Eh bien, c'est ce qu'on appelait les fêtes du célibat. Voilà, donc c'est dans le village de l'Aisne. Et regardez derrière ce qu'il écrit, c'est très intéressant, parce que c'est lui qui écrit. Donc il a en 1909, il a 18 ans, 19 ans. « Je regrette beaucoup de ne pouvoir vous fournir les cartes demandées, mais les jeunes filles n'étant pas d'avis qu'on les mette dans le commerce, je n'ai pas le droit de les vendre aux commerçants. » Vous voyez, il se corrige en plus. « Et je me ferais manquer de respect à l'Aisne, c'est le village, si j'en vendais aux épiciers. Mais bon, j'entrerai chez vous quand je me trouverai de passage. En attendant, recevez mes meilleures cordialités. » Alors, on trouve, dès le départ, il a quand même cette espèce de côté un petit peu commercial comme dans toute son attitude. Mais celle-ci, elle est quand même assez savoureuse. Ben voilà, en l'occurrence, une des cartes postales que j'ai, et c'est le fameux épicier de l'Aisne qu'il a photographié ici. Donc tout ça, c'était les photos, on appelait ça la carte photo, et c'est lui qui les développait dans son atelier. Il se mettait son petit logo aussi. Alors celle-ci, c'est une photo que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps, la même chose, donc une photo là, et au dos, il y a toute une légende assez intéressante. Je vous envoie le cliché que je vous ai fait dimanche à Solutré. Solutré, c'est juste à côté, tout le monde connaît Solutré, évidemment. Je ne pensais pas qu'à l'heure qu'il était d'avoir un aussi bon résultat. Nous aurions bien fait de prendre un peu patience pour mieux poser. Effectivement, il reconnaît que ces personnages, vous voyez, ils sont un peu flous, ils sont mal foutus. Enfin bref. Mais malgré ça, je pense que vous m'en prendrez quelques demi-douzaines pour combler mes frais. Je les vends au prix de 50 centimes en vraie photo. Et les cartes postales, alors ça c'est quand ils faisaient imprimer, je n'ai jamais vu en tout cas, 1 euro.
1 franc 50 les 6, 2 francs 50 les 12. Franco contre mandat ou timbre. Voici mon adresse, Combier, photographe à Serrières par Pierre Clos. Bon, il écrit à Solutré, hein, c'est 10 km, hein, c'est le village à côté. Donc ça, c'est une carte que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps, et c'est quand même formidable. Donc voilà le genre un petit peu de cartes qu'il faisait, c'est les seuls que j'ai pu retrouver. Alors, en 1910, là, il se décide d'être beaucoup plus professionnel. Et il va aller dans un village, une ville de Laclais, puisqu'elle a plus de 2000 habitants, c'est une ville. C'est à 50 km. Et là, il va s'installer, mais c'est surtout pour faire un apprentissage auprès d'un photographe. Ça, c'est son carnet que j'ai retrouvé, où il met des notes un peu en vrac. Bon, c'était un petit peu son système, j'ai toujours connu ces notes un petit peu en vrac comme ça. Mais on comprend qu'il y a des simples et des doubles, des simples et des doubles. Bon, ben, je vous expliquerai après à quoi ça correspond. Voilà donc l'endroit où il a fait son apprentissage, c'est là où la dame est en face du cheval, vous voyez, où il y a le cheval, là, ça c'est l'endroit, le studio Jacquetin, et c'est là, alors maintenant on va baliser un petit peu cette balade au niveau des dates, avec les véhicules de mon père, parce que ça c'était quelque chose qu'il a toujours gardé, montré dans les photos qu'il faisait en carte postale, son véhicule. Ça, c'est une de ses signatures. Quand je cherche des cartes postales encore maintenant, dès que je vois le sidecar, ici, je sais que c'est son véhicule. Alors, ce sidecar, c'est une histoire assez étonnante, puisque lui, il avait pas vraiment beaucoup d'argent, mais c'est un imprimeur de Laclais, pas du tout celui avec qui il travaillait d'ailleurs, qui lui a prêté de l'argent pour s'acheter ce sidecar. Pour un photographe, c'est formidable, puisque là-dedans, il avait un petit peu son laboratoire, vous voyez, il se faisait il avait tout son matériel, et puis il faisait la moto. Donc on sait maintenant que c'est un Indiana, pour ceux qui connaissent les motos à l'époque, et on est donc des années, là, on est en 1910. Ce qui est marrant également, c'est que plus tard, il avait son assistante qui était dans le sidecar. Alors voilà les premières photos de Laclais, donc il est signé Cliché, Combier, Laclais. Voilà. Donc CL, ça veut dire cliché. Alors les temps. Alors ça, c'est étonnant parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est une année, en 1911, on sait qu'il a fait tellement froid sur les étangs que les gens se baladaient sur les étangs et faisaient du patinage. Il y en a deux ou trois autres, mais malheureusement, j'ai jamais pu les acheter. Là aussi, alors on est en 1910, c'est une de ses premières photos, je dirais, de reportage qu'il a vendues. Il y a un pèlerinage où Monseigneur Villard, l'évêque d'Autun, est venu à Oyer, dans un petit village, pour... il y a eu 5000 personnes qui sont venues parce que l'évêque était là. C'était pour une restauration d'église. On imagine à l'heure actuelle, si l'évêque se déplaçait avec 5000 personnes, ça serait étonnant. Lui, il en a fait 8 cartes postales, donc je vais vous en montrer quelques-unes. Vous voyez, Monseigneur Villard fait le discours sous un noyer. Alors on le voit là. On voit Monseigneur Villard, c'est très étonnant d'ailleurs cette image, parce que c'est quand même le sujet, c'est Monseigneur Villard, mais bon, par contre on voit tous les gens qui sont devant, et de toute façon elle est étonnante, c'est une belle image, mais pas vraiment volontaire, mais on en trouve souvent. Alors voilà le cortège, toujours le 14 août 1910. Bon, maintenant on change un petit peu, on se retrouve à Laclais, là elle est signée 1913, les années passent, je ne sais pas forcément dans l'ordre, on voit 1913 là-haut. Donc ça c'est une carte, on voit le taco qui passe à Laclais, et ça, ils l'ont vendu pendant des années, cette carte postale a été vendue. Et ça c'est un des grands trucs de la carte postale, c'est quand on fait une carte postale, ce qui coûte cher c'est la photo, le déplacement quand on était, et les frais de départ. Mais là quand on peut la vendre une fois, puis deux fois, puis première édition de son c'est du temps gagné. Et donc c'est là où effectivement, tout l'art de Jean-Marie Combier, ça va être un petit peu de rendre des choses, comment dire, commerciales, oui, mais rentables surtout. Ah ben voilà encore une lettre, parce que lui, il était très sensible sur l'orthographe. Mais j'ai retrouvé quand même, et là malheureusement j'ai jamais pu lui en parler parce qu'il était décédé, mais vous voyez, quand il écrit à Monsieur le Comte de Leu, c'est quand même pas n'importe qui, parce que c'était le châtelain, vous m'indiquez
et accent aigu. Pas au juste quel genre, vous avez vu quel genre d'épreuve vous désirez. Si c'est carte postale bromure glacée ou épreuve collée. Dans l'un ou l'autre cas, il y a lieu de compter. Crac, il a corrigé. 0,50 par épreuve, car il faut chercher les clichés et le temps d'exposition pour chaque. Et à chaque fois, il essaie de justifier ses prix, ses coûts, en disant ça me fait du boulot, il ne faut quand même pas pousser, quoi. Ce qui demande beaucoup de temps et d'emploi de produits. Maintenant, pour les cartes phototypiques, malheureusement, je n'ai pas la suite. 1er janvier 1912. Alors, il a fait beaucoup de ces cartes postales, ce qu'on appelait l'aviation à l'époque. C'était des buildings d'aviation. Il y en avait pas mal dans les villages alentours. Alors, celle-ci est quand même étonnante parce que elle est fausse en plus. Alors, vous voyez, c'était marqué aviation de Rouen ici. Corriger la tête. Donc, j'ai cherché s'il y avait des aviations. J'en ai jamais trouvé. Alors, je sais pas, donc, j'ai jamais trouvé de carte postale de Rouen. Enfin, bref, comment est arrivée cette carte qui est arrivée à la clé, qui était imprimée chez un imprimeur local. Comment est arrivée cette erreur, je ne sais pas. Regardez bien cette photo et maintenant vous regardez l'autre. Bah, c'est la même. Hein, la seule chose, c'est que voilà, les grands systèmes de la carte postale, c'est qu'on va bricoler les images pour pouvoir les rendre plus attractives, je ne sais pas. En tout cas, là, on voit bien le travail de retouche qui a été fait sur une édition supérieure. Alors là aussi, comment c'est possible? Est-ce qu'il y a des photographes dans la salle? Oui. Alors comment on fait cette photo? Ah ben non, évidemment. La preuve, regardez bien celle-ci. Finalement, le dessous, c'est la même photo, mais les avions ne sont pas du tout dans la même position. Donc c'est effectivement des montages, des bricolages qu'ils faisaient à l'époque pour rendre les choses un petit peu plus commerciales. Donc on continue notre petite balade. Là, on est toujours en avril 1912 pour un concert donné pour l'aviation. Le château est derrière. Alors il a fait pas mal de choses comme ça. Donc celle-ci, Écoche, c'est un village de la côte rouennaise, donc à 30 km, où il photographie l'ermite de Hansachaux. Je n'ai jamais pu avoir d'informations sur cette ermite, mais bon, il y avait un peu toujours d'humour dans les photos de mon père. Et notamment celle-ci, regardez, à travers les Ormes, un village qui est pas loin de la Clette non plus. Joueur de vielle sur le champ de foire. Vous avez vu la vielle? C'est un cochon, voilà. Et alors la là qui a acheté la carte postale, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle, et quelle manivelle! Grand Dieu! Vous voyez la légende qui est décrite ici. Donc là, évidemment, il retourne très souvent dans son Mâconnais, et là, il va également faire des fêtes à Tramail. Tramail, c'est à côté de Serrières, là c'est vraiment un village, et où il y a des fêtes, et lui, il en profite. Alors là, c'est ses premières photos, je pourrais dire publicitaires. Cet hôtel existe toujours. Malheureusement, il a vécu des moments difficiles et plus aussi bien. Mais là, en 1912, lui, il va aller photographier, faire des photos pour la publicité de cet hôtel. Aux Écharmeaux, qui est un lieu de villégiature très connu dans le coin. Revoilà le Saint-Christophe-en-Brionnais. Donc on voit le site-car, vous voyez, les deux faces ici. Donc le temps passe, et puis là, ça y est, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Chauffaille, Mécombier, éditeur Mâcon. Et oui. Donc, sans trop d'explications, moi en tout cas, je n'avais pas cette information, mais on sait que en 1914, cette carte date de 1914, j'en ai retrouvé d'autres, il va s'installer à Mâcon. Il quitte la Clette, et il va s'installer à Mâcon. Alors qu'en fin de compte, il venait d'avoir une rencontre importante à la Clette, il a connu sa première épouse. Bon. Et il quitte donc il quitte la Clette pour s'installer à Mâcon, et c'est de là qu'il va devenir le fameux Combier imprimeur Mâcon. On n'est plus, on n'est pas sur Combier imprimeur, on est, vous voyez, éditeur. Donc ça s'est jamais appelé SEM. Et puis en 1914, alors là celle-ci c'est encore c'est à peu près à l'époque, on est à Saint-Bonnet-le-Couron, on voit bien Combier éditeur Mâcon, et puis Saint-Bonnet-le-Couron c'est dans la Loire. Donc vous voyez, son activité continue quand même autour des villages. Et oui, mais lui, en 1914, il est déjà à l'armée puisqu'il a commencé en 1912. Donc en 1914, il y a évidemment quelque chose qui va le toucher. Il fait quand même sa publicité. On sait qu'il est installé rue Lacrotelle, mais c'est quand même une année difficile. Et oui, effectivement, le problème c'est que en août 14, on le sait, il est mobilisé. Donc,
son activité pourrait s'arrêter là. On pourrait tout arrêter la conférence en disant, bon, voilà, il a fait ça pendant un certain temps. Parce qu'évidemment, il fallait quand même... ah, ça c'est un petit problème de ce logiciel. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien lui, le voilà, c'est lui qui a fait ces cartes. C'est une des cartes qu'on n'a pas beaucoup, on n'en a qu'une de carte de lui, pendant la guerre, poste téléphonique d'artillerie, je pense, à 800 mètres d'ébauche. Eh bien oui, donc il va être appelé, il va faire la bataille de la Somme en tant qu'artilleur, la bataille de la Marne, et surtout une grosse partie Verdun et le Bois d'Ailly. Donc ça, c'est vraiment, ici c'est à Bois d'Ailly. Donc cette période, il va la vivre comme un artilleur, et vous allez voir aussi quand même aussi comme un photographe. Alors, dans ces négatifs, ça ce sont les négatifs que j'ai scannés. Quand il est mort en 68, j'étais à l'école Estienne, et le prof nous avait dit ah ben, si vous voulez amener des négatifs anciens, on va en faire des tirages, on fera des impressions, amenez donc, cherchez. Et puis moi, j'avais vu ces boîtes, je n'osais pas les toucher avant qu'il soit mort, parce qu'il était très difficile souvent, puis il ne nous avait jamais parlé de rien. Donc, je vois ces boîtes, j'ouvre une boîte, je tombe sur ces images, des négatifs comme ça, et je vous dirais franchement que ça ne m'a pas beaucoup intéressé. J'ai vu ces gars, bon, moi j'avais 16 ans, 17 ans, je ne comprenais pas grand-chose à ces trucs-là. Donc j'ai un peu tout laissé tomber, et puis c'est bien plus tard, en 2003, où on a eu l'idée de faire un bouquin sur mon père, que l'éditeur Gérard Rimet m'a dit « Écoutez, c'est quand même bien que vous nous racontiez quand même un petit peu le derrière de toutes ces cartes postales, c'est ça qui est intéressant. » Donc c'est là où je me suis dit, il faut quand même que je regarde ces boîtes, et j'ai découvert quand même beaucoup de choses, mais encore une fois, qu'avec des négatifs. Donc sur les négatifs, vous voyez par exemple celui-ci, qu'est-ce que je vois? Marqué Truffaut, 12 cartes. Donc finalement, il y a un certain nombre de ces images qu'il avait gardées, où on voyait des numéros, un nombre de cartes. Donc c'est comme ça qu'on a compris qu'il vendait ça à ses copains, et il y en a 24, 72 et tout. Et donc c'était un petit peu les commandes, si je puis dire. Et puis ceux-là, par exemple, là, il y en avait, comme ils étaient nombreux, eh bien il y en avait au moins 5 par gars, donc ça faisait à chaque fois les trucs. Alors on s'est posé quand même la question, mais comment ils faisaient ça? C'était en pleine guerre, comment ils étaient là? Donc on pense quand même qu'il allait visiter un petit peu la région. D'ailleurs vous allez voir, j'en ai trouvé des traces, et qui peut-être qu'il faisait faire ses tirages chez des photographes locaux. C'est pas exclu. Mais je vois pas comment il pouvait faire ça dans les gourbites tranchées, c'était pas évident. En tout cas voilà, donc il en a fait énormément. Encore une fois, je n'ai jamais vu de carte tirée, sauf celle que je vous ai montrée. Alors il avait aussi un espèce de sentiment de reporter un petit peu. On voit ici l'arrière, c'est vraiment la vie à l'arrière. On voit ici un gars qui est en train de raser, vous voyez, le barbier. Mais ici c'est la roulante, avec au premier plan, on en reverra d'autres, on voit des photos de barbac, on peut appeler ça comme ça. Hein. Peut-être que lui il fait de la pluche, et puis il y a le linge qui se laisse. Donc c'est vraiment la vie à l'arrière, et ça on va en voir beaucoup. Alors aussi dans les tranchées, il était artilleur, donc il n'allait pas au moment en pleine bagarre, en pleine bataille. En revanche, dès que il y a les accalmies, il fallait aller voir, donc ça c'est le pointeur, il fallait aller voir vraiment ce qu'avait donné le résultat de l'artillerie. Donc lui il était là avec son appareil photo. Mais il fait des photos aussi comme celle-ci. On est en pleine guerre. C'est pas beau, ça, ces gens qui ont un litre, etc., une table, etc. Et puis devant, ils ont quand même une belle nourriture. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des rats. Voilà. Il y a toujours un peu d'humour dans ces photos. Bon, ben, voilà. Alors ça, c'est une de ces best-sellers. Donc quand je me suis intéressé à ces images, j'ai fait une première projection une fois au cercle des cartes postales, des cartophiles. Hein. Claudine était là, c'était il y a une dizaine d'années. Et puis je montrais des images en disant, j'ai pas de carte postale. Et il y a une dame qui était là, cartophile, et dans ce cercle des cartophiles,
toutes les réunions se font avec des échanges de cartes et des ventes de cartes. Et elle m'a dit, sur une des photos, elle m'a dit, mais cette carte-là, elle est en vente ici. Je dis, comment ça? Bah oui, elle est dans le stock, je suis sûr qu'il y a cette carte qui est en vente. Ah bon? Et du coup, grâce à elle, je me suis dit, mais oui, je vais chercher sur Internet. Tout simplement, à l'époque, c'était pas encore vraiment bien en place, mais là, maintenant, c'est très en place. Cette carte postale que j'avais ici, j'avais une légende qui était étonnante, et je l'ai retrouvée, ma carte postale, imprimée. Alors, la traduction n'est pas terrible, elle a vécu la carte, mais c'est bien la même. Et il avait mis ça dans sa légende, puisqu'on a des légendes qui sont en marge. Grand Café de France, thé sans rhum à toute heure. Alors, vous avez vu, il y a Tea Room marqué là. Si je reviens en arrière, vous voyez, Tea Room, on le voit mieux là. Donc, lui, il s'est fait Grand Café de France, thé sans rhum à toute heure. Et alors, cette carte, elle a été vendue par Madame Jury-Thirion. Donc, grâce à ça, maintenant, je vais chercher les photos éditées par Madame Jury-Thirion et j'arrive à retrouver, maintenant moins, mais j'en ai quand même trouvé entre 50 et 60 cartes postales qui ont été tirées d'après ces négatives. Donc Madame Jury-Thirion, qui était installée à Lerouville, a publié beaucoup des cartes postales de cartes photos de mon père. Mais j'ai retrouvé également celle-ci. Et ça, c'est ND Foth. Et ND Foth, c'était le plus grand éditeur de cartes postales en France. Hein, Lévi Norden. Et ça, on sait que c'est après la guerre, puisqu'on voit marqué campagne 14 à 18. Donc là, le Grand Café de France en plein bois, il a changé un peu, thé sans rhum à toute heure. Donc c'est le cas, et j'en ai retrouvé d'autres. Donc ça a été un de ses best-sellers. Donc il a vendu chez ND Foth, mais c'est après la guerre. Donc ça veut dire qu'il a passé la guerre, vous voyez. Alors voilà la barbaque aussi. Marc, il y a une question. Ouais. Oui. Les négatifs dont vous parlez, c'était Ouais. des négatifs sur plaque. Non, Non, c'était déjà sur... sur film. Ah d'accord. Des films, ils sont en 10-15. Parce que lui, ça a toujours été son truc. Il a toujours voulu que les négatifs soient au moins égales au format de la carte postale. Ouais. Parce que là, quand il cherche, ça coûte cher, hein, le grandisseur. Donc il fallait tout faire par contact. Et il s'est toujours basé là-dessus. Ces cartes, tout a été fait par contact, sans agrandisseur. Ça, c'était son truc. Mais pas sur plaque. Non, pas plaque de verre. Non, c'était des négatifs sur film. Et j'en ai retrouvé, je crois que je vais vous montrer. Alors voilà encore une. Alors celle-ci, ça c'est drôle. Encore une, vous voyez, Verdun en 1916, pendant la bataille arrivée des dragées de Verdun. On connaît tous la spécialité de Verdun, les dragées. Quel drôle de dragées, n'est-ce pas? Alors voilà ces photos de copains. Donc ça, on sait maintenant, il faisait partie du 1er régiment d'artillerie de campagne de Bourges. Et là, on a la Vidance Gourby. Alors vraisemblablement un coup de flash, hein, ou je ne sais quoi, mais on est dans les on est dans les Gourbis de tranchées, on n'est pas loin du front. Et on voit bien les gars qui ont tous le 1er régiment de campagne. Parce que même ce qui dit que le flash, c'est que la bougie qui éclairait la bouteille, là, et on ne voit pas la lumière. Donc ça prouve qu'il y a un coup de flash qui a été donné, ou un truc comme ça. Voilà la fameuse photo que j'ai montrée dans une conférence comme ça, et j'ai dit, bah voilà, je ne trouvais pas de photo de mon père, et la dame me dit, mais en vente d'ici. Et effectivement, j'ai pu, dans la réunion, quelques minutes plus tard, acheter la carte. Tout le monde m'a dit, ok, tu la prends, c'est pour toi. Alors, c'est pas exactement la même, mais c'est son doublon. Parce que ça, c'était son grand système. Quand on fait des photos comme ça, c'est rare qu'on n'en fasse qu'une quand on est sur un sujet pareil. Donc, on fait des doublons. Et là, donc, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait envoyé à imprimer cette carte éditée chez Benoît par le Duc. Il l'a envoyé imprimer, mais il a gardé le négatif doublon. Donc c'est pour ça qu'on a exactement la même image. S'il y avait une lumière, en tout cas, on voit bien que c'est les mêmes lumières. Alors, pour l'anecdote, moi qui fais des photos de Burpin publicitaires, j'ai été faire en 2006, j'ai été refotographier ce mur qui existe toujours. Donc en 1915, il photographie ça. Moi je l'ai fait un peu plus tard, il existe toujours. Ça c'est pour l'anecdote. Voilà la Neuville-aux-Rupes, un village classique. Et c'est là où on a retrouvé, alors vous voyez, il marquait tous les renseignements sur le tirage qui était marqué ici. Alors je vais vous le mettre, ah voilà, on voit bien. Donc vous voyez, on peut lire la Neuville-aux-Rupes, entrée du pays, et regardez ce qui est marqué, 2000 Blaise. Si je reviens sur l'arrière, édition Blaise ici, ils ont vendu 2000 exemplaires de cette carte.
Alors ça, on pense qu'on est un peu plus tard, mais parce qu'on pense qu'il a quand même fait pas mal de photos après la guerre. Vous savez qu'après la guerre, ils n'ont pas été libérés tout de suite. Hein, c'est-à-dire que l'armistice, c'est novembre 18. Mais ils sont restés jusqu'en juin sur place. Donc, il y a beaucoup de gens qui témoignent en disant « Mais oui, mais lui, pendant ce temps-là, il faisait des photos et il envoyait ça pour en faire des cartes postales. » Donc là, la Neuville-aux-Rupes, c'est ça, 2000 exemplaires. Alors voilà, celle-ci, je la trouve formidable, je ne sais pas où c'est, et je la cherche en vain depuis des années, mais je ne la trouve pas. Je n'ai donc pas que le négatif qu'on a scanné. Les bières de Maxéville, tout y est, c'est formidable. Il y a de la typo. Alors voilà, ça c'est un autre point aussi qui m'a beaucoup étonné. Quand je suis tombé sur les négatifs, à un moment donné, je vois sur la, comme je vous ai montré, sur la bande, Poilus Park. Bon, mon père, je savais qu'il n'avait pas beaucoup de formation anglais, hein, parce qu'il a fait son certificat d'études, il était déjà bien content. Et puis vous voyez, c'était pas vraiment quelqu'un de lettré, et encore moins parler anglais. Poilus Park. Ben, je dis, c'est quoi, pourquoi il se met à parler anglais comme ça? Et puis finalement, grâce à Internet, là aussi j'ai cherché, et finalement le Poilus Park, c'était un truc qui existait, et qui était, écoutez bien, un parc d'attractions pour les poilus. C'est-à-dire qu'à Commercy, en 1916, ils décident de faire une espèce de parc d'attractions pour la détente des poilus. Et ils venaient, tous ceux qui venaient, des blessés, des en permission et tout, venaient dans ce parc où les gens avaient une attraction qui leur plaisait énormément. Devinez quoi? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ça, c'est le général Cordonnier qui a lancé le truc. Eh bien, ce qui plaisait le mieux, c'était la bataille à l'aveuglette. Vous voyez, la boxe à l'aveuglette. Quand même étrange. On se bat, qu'on a mis invisible pendant des années. Qu'est-ce qu'on trouve mieux pour se détendre? D'aller retrouver un ennemi, les yeux bandés. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait surtout des concours de natation. Imaginez-vous, on est en 1916. Qui est-ce qui savait nager? Il n'y en avait pas tant que ça. Ils regardaient tous dans la Meuse, les gens, les concours de natation. Alors voilà, encore une photo. Vous voyez le monde qu'il y avait? Donc ça, je l'ai, la carte postale, très content. Voilà, concours de natation, la photo. Mais c'est vraiment presque la même, je pense que c'est la même. Encore autre chose, alors dans ce Poilus Park, il y avait un anneau de vitesse pour le vélo, et quelques années plus tard, moi je suis passé à Commercy, ça a disparu, sauf que là il reste quoi maintenant? Une plaque en hommage à Jeannie Longo. C'est là où Jeannie Longo a fait ses premiers exploits. Tout le monde se rappelle de Jeannie Longo. Oh, bon. C'était longtemps après la photo, quand même. Très longtemps après la photo. Donc ça, c'est pareil, c'est le doublon. On voit bien les deux personnages, là, hein, qui sont je ne sais pas où. Ils sont là, puis hop, ils sont là maintenant. Donc c'est pareil, c'est le même système, et vous voyez, bien marqué le Poilus Park. Voilà, donc ça, c'est encore autre chose. Alors après, il a fait beaucoup de photos de ce type. Là, malheureusement, je n'ai pas le négatif, mais c'est grâce à un collectionneur qui, lui, avait beaucoup de photos de mon père, que j'ai pu retrouver. Alors voilà, terrible effet d'un 105 Bosch. Il savait donner des légendes un petit peu fortes. Alors celle-ci, quand même formidable. Là, on est au Bois d'Ailly. C'est vraiment... Elle lui sert, quelques temps plus tard, carte postale publicitaire, pour des petites la lingerie. C'est quand même pas mal pour de la lingerie, hein, de faire une carte postale, spécialité de bas, de gants, laine et lingerie en tout genre. Alors ça, c'est son grand chef-d'œuvre, si je puis dire, qui est une histoire étonnante. C'est la seule photo qu'on connaisse, je dis bien c'est la seule photo qu'on connaisse, il y en a peut-être d'autres, où on voit des exécutions pour l'exemple. Alors cette photo a fait beaucoup parler, puisque moi j'ai voulu la publier, et quand elle a été publiée, dans le bouquin qu'on a fait, qui s'appelle Regarde Soldat, dont malheureusement j'ai plus d'exemplaires, on ne peut le trouver que sur Internet, eh bien, moi je savais que c'était des photos on appelait ça de la décimation aussi, mais des fusillés pour l'exemple. Mais évidemment, ça a fait jaser, puisque comme elle n'était pas connue, les historiens ont dit c'est faux, c'est une photo bidon, etc. Bon, nous on n'a rien trouvé de bidon, en tout cas elle existe. On voit effectivement bien quelqu'un à un moment donné qui est au peloton d'exécution, il y a un gars qui donne l'ordre. Tout ça apparemment, tout a été... Les militaires venus, oui, c'est ça. Le seul problème, c'est qu'on n'a jamais vraiment retrouvé l'endroit. On y a été, donc
Moi, j'y étais 3 fois. Une fois avec une équipe de chercheurs, une autre fois avec des journalistes, une fois moi-même, etc. On a cherché, puis on nous avait dit « Ah ben non, mais c'est pas Flirey, c'est un autre endroit. » C'est quand même l'exécution capitale de Flirey en avril 1904. Maintenant, on le sait, tous les détracteurs nous ont beau dire ce qu'ils veulent, c'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, maintenant, elle a été exposée dans les fusillés pour les amples, elle a été exposée, sans qu'on le sache d'ailleurs, à Paris par des historiens, ils l'ont validé. Donc il a fait cette photo, et moi je l'ai obtenue simplement parce que c'est un des photographes de l'entreprise, bien des années plus tard, qui m'a dit « Oh, il faudra que je vous montre un jour une photo de votre père. » Et puis il m'a montré cette photo. Je dis « Mais comment vous avez cette photo ?» Et puis moi j'ai jamais su, notre père ne nous a jamais dit ça. Je dis bah, « Parce que mon père et votre père étaient au 1er régiment d'artillerie de campagne à Bourges. » Et donc tout le monde savait combien il avait fait cette photo, mais il ne fallait pas le dire parce que c'était très très dangereux de faire des photos de ce type. Donc c'est pour ça que ça ne s'est jamais su. En tout cas, voilà. Alors, ce qui a fait, selon des témoignages, sa fortune, c'est effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, après la guerre, il décide d'aller vraiment sillonner tout le coin. Alors, tout ça, il fait ça en vélo. Et il va photographier les villages en ruine avec une optique, c'est le cas de le dire, c'est qu'il pensait que c'était vraiment commercial d'aller faire des cartes postales des lieux qui allaient être construits. Je ne sais pas comment ça l'Ukraine, mais bon. Imaginez en pleine guerre comme ça, lui, c'est ça qui l'intéresse. Et donc, il va vendre des cartes postales de villages comme ça démolis. Alors le voilà. Donc, après la guerre, hein, ici, on sait que c'est après la guerre parce que Saint-Mihiel a été la ville a été occupée très vite. En août 1914, il passe sous contrôle allemand. Donc ce n'est pas possible à faire, ça ne peut être fait qu'après la guerre. En plus, on voit bien marqué Grande Guerre 14e. Et donc là, il en a fait des centaines de milliers. Et là, il y a un gars qui témoigne, qui dit, mais il a fait fortune avec ça. Quand il est rentré de la guerre, il nous envoyait des négatifs, et on envoyait les cartes postales, il faisait des négatifs, il faisait des cartes postales, et il a vraiment commencé, comme ça à avoir beaucoup d'argent. Alors il y en a plein, hein. Moi je n'ai fait que quelques-unes, mais j'en retrouve tout le temps. Après il a publié des cartes postales sur les autres fronts, sur l'Aisne, etc. Vous voyez, là par exemple c'est la Marne, alors que c'est ses photos, mais lui il a fait beaucoup la Meuse plutôt, mais là on est en Marne. Alors il y a des choses comme ça aussi, donc là on est bien Grande Guerre 14-18, donc c'est les cartes postales qui ont été publiées après la guerre, et il y a marqué au dos combien. Je croyais là-bas. Donc maintenant la guerre est finie, il faut penser à la suite, et la suite, lui, c'est quand même de devenir un peu plus important. Donc il va acheter ce bâtiment, qui maintenant vient d'être vendu d'ailleurs, parce qu'on a débarrassé cette maison pas plus tard que la semaine dernière. Donc, mais lui, il a fait ça en 1920. Là, regarde, ici, c'était celui qui occupait les lieux avant. Ça, pour la petite anecdote, les pépinières de vignes américaines, vous voyez ce que c'est? Sorti des magasins d'un convoi de plantes greffées pour l'exportation. C'est des gens qui ont fait fortune après le phylloxéra. Vous savez que la vigne française a été décimée par le... Ah bah attendez, il y a un truc qui se met en route, là, c'est pas normal. C'est pas mal d'ailleurs, mais j'ai appuyé sur une touche. Et donc, le phylloxéra décime la vigne française, et du coup, on est obligé de replanter de ce qu'on appelait des plants américains. C'est-à-dire ça vient du Chili, et les vignes sont plantées, donc il y a des pépinières de vignes américaines qui vont faire fortune en vendant pour complètement replanter la vigne française. La vigne française a été replantée intégralement, donc il y en avait bien plus que maintenant encore, des hectares et des hectares. Donc ils vont replanter. Mais là on est en 1920, et c'est fini. Le phylloxéra c'était 1870, donc c'est fini. Les vignes sont replantées depuis longtemps. Maintenant il n'y a plus besoin de ces pépinières. Donc les pépinières ont revendu leur établissement à mon père. Alors voilà l'intérieur de ces vignes, et lui va transformer ça en imprimerie. Il y avait également, à côté des vignes, il y a un bâtiment qui faisait des pâtes, des coquillettes. Vous voyez, 4 rue Auguste, c'est le bâtiment que moi j'occupe encore d'ailleurs, mais j'ai jamais pu trouver de pâtes aux œufs à goûter. Malheureusement, les seuls sachets sont vides.
Et puis personne ne connaît un Mâcon, on pose la question, ça s'appelle la Mâconnaise, personne ne connaît, j'ai trouvé ça sur Internet. Alors voilà, donc on est en 1926, les temps passent, et lui, eh ben, il a créé sa propre imprimerie. Donc maintenant, c'est vraiment combien imprimer en Mâcon. Alors il était surtout phototypiste, donc la phototypie, c'est ce procédé extraordinaire qui permettait d'imprimer des photographies en partant du négatif et en le reproduisant sur une plaque de verre. Et il n'y avait pas de trame, pas de système de trame, donc c'est vraiment ce qui a permis à la carte postale vraiment photographique de se développer au tout début du XXe siècle. On a appelé ça l'âge d'or de la carte postale d'ailleurs. Et c'est la phototypie qui a été le procédé qui utilisé partout. Il y avait des centaines d'imprimeurs en France qui utilisaient ce procédé parce que ça restituait la photographie le mieux possible. Il n'y avait pas de trame. Il y avait juste une petite réticulation, comme on l'appelle, où on voit, on devine un petit peu, ça fait un peu de grain. Pas plus de grain qu'on voit pour l'instant dans nos images numériques. Donc il va créer sa phototypie. Voilà les machines quelques temps plus tard. Alors vous voyez, ici on voit bien la plaque de verre. C'est une plaque dépolie un petit peu. C'est ça qui imprimait. Et c'est ni plus ni moins qu'un tirage positif sur une plaque de verre. Donc c'est exactement comme si on faisait un tirage. Et voilà les impressions des machines. Alors, il a été un des plus grands phototypistes de France dans les années 20, dans les années 30, parce qu'à l'époque, la carte postale avait chuté. Lui, il était resté, si je puis dire. Mais là, on voit, moi j'ai connu cet atelier, 1, 2, 3, 4, 5, ça s'est arrêté dans les années 50. Mais je l'ai connu, cet atelier. Ça, c'est pour imprimer les dos des cartes postales. Ah oui, parce que les cartes postales, il y a les textes et tout, et donc on a imprimé ça en typographie. Et là, on voit les caractères typographiques. Et puis, il y avait également, après, bien plus tard, oui, la petite dame, elle a quand même maintenant, je sais pas, enfin bref, elle est âgée. Et donc, ça serait plutôt les années 30, où là, on imprime en héliogravure. Donc, il utilise tous les procédés possibles, il est vraiment, c'est important. Petite parenthèse, dans son développement, si je peux le dire pour un photographe, c'est qu'il y avait également quelque chose qui était très important, c'est tout ce qui était le scolaire, la photo scolaire. Et là, il a développé parallèlement, en plus de ce qu'il faisait, il faisait des photos dans les écoles. Donc là, j'ai retrouvé une autorisation de l'inspecteur d'académie d'Allier qui autorise M. Combier à photographier en groupe des élèves des écoles, etc. Et ça va être un gros développement. En 1911, je n'avais pas vu. J'espère que c'est 1911, ça ressemble à 1900. Et ça, il a vraiment une grosse activité dans ce domaine. Il ne nous en reste pas grand-chose, mais qu'on trouve quand même pas mal de petites photos maintenant sur Internet de ces photos qu'il faisait. Après, il va déléguer ça à un de ses neveux, mais voilà, le genre d'objets qu'il vendait dans les écoles. Donc, oui, il était installé encore rue Lacrotelle, donc c'est au tout début, puisque la rue Lacrotelle, c'est pas le lieu que je vous ai montré, c'était la rue. Mais alors, une énigme, il est rue Lacrotelle, il n'était pas vraiment installé, mais il y a marqué ici, phototypie Combier. Non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, il se disait phototypiste alors qu'il n'avait pas de machine. Donc, on connaît dans nos métiers, on appelle ça l'imprimeur en chambre. Il se disait comme ça, mais quand même, qu'il s'appelle phototypie Combier, alors qu'en fin de compte, rue Lacrotelle, il n'y a jamais eu la possibilité de des machines. Donc, une énigme qui n'est pas résolue. Alors voilà, le genre d'image, donc on est en 22-23, c'est après la guerre, il dépose le modèle, parce que alors ça évidemment, c'était son truc, déposer le modèle, et on colle la petite image, c'est une photo bromure de la petite dame. Celle-ci, c'est, voilà, encore un autre style. Voilà, modèle déposé, reproduction. Et puis alors, il utilise la carte postale au maximum pour faire ses mailings. Il fait des mailings avec la carte postale. Alors là, il écrit, alors ça c'est une carte réponse. Il écrit au curé en disant, voilà, je vais faire des cartes postales de la communion, merci de m'envoyer votre carte réponse, vous me répondez, la date de la cérémonie, la sortie de messe, les entrées de vêpres, nombre approximatif d'enfants, les communions, le blanc et le curé. Vous voyez, à chaque fois, il utilise tous les moyens possibles pour commercialement faire son activité. Alors là, c'est formidable aussi. Alors là, il explique tout son système. En 1922, la carte est bien datée, l'écriture est
On l'a reconnue, c'est celle de son assistante qui a été avec lui mais pendant des années, puisqu'elle est morte après lui d'ailleurs. Elle était toujours dans l'entreprise. J'ai bien reçu le règlement des objets photographiques envoyés dans votre école, ainsi que les invendus dont le nom contrôlé est exact avec votre décompte. Je suis très satisfait du résultat et viens vous remercier pour tout le dérangement causé. J'espère que vous avez été également satisfait de ma méthode d'opération, de règlement et de la prime offerte. Et à chaque fois, il est probable que dans 2 ans, je retournerai à nouveau vous voir. J'espère que j'aurai encore le meilleur accueil chez vous. Si parfois les familles avaient encore besoin de photographies, je conserve tous les clichés et vous n'aurez qu'à m'écrire, spécifiant si possible le numéro de classement. Veuillez les agréer, etc. Mes sentiments reconnaissants, j'aimerais qu'on vive de là. Donc là, il n'est plus lui-même photographié, puisqu'il il appelle à son neveu, il y en a d'autres, mais en tout cas, il se présente toujours à son nom. Alors ça, bon, je vais passer peut-être un peu plus vite, mais regardez ce qui est marqué, industrie photographique Jean-Marie Combier. On est en 1920. Et la phototypie, et les travaux scolaires, les portraits de groupe, les photos bijoux. Et là, c'est un contrat qu'on a retrouvé avec un photographe avec qui il avait des soucis. Mais en tout cas, c'est quand même ça. Et là, le plus étonnant, c'est ça. Là, encore une énigme. Qu'est-ce qu'on voit ici? Travail entièrement exécuté par des blessés réformés démobilisés de guerre. Vous voyez? Oui, je voyais pareil. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai jamais eu l'explication de tout ça. Je n'ai jamais entendu dire ça. Enfin bon, c'est comme ça. Alors, après la guerre, il y a un film récent qui s'appelle Au revoir là-haut, vous avez sans doute vu, peut-être vu. Hein, et là, il y a un gars qui fait fortune avec des monuments. Alors moi, j'ai pensé à mon père, parce que lui, il n'a pas fait fortune avec les monuments, mais les cartes postales des monuments. Donc il a fait toute une campagne publicitaire pour aller vendre ces cartes postales, avec le nom des gens qui sont morts, etc. Et il écrit ici à Monsieur le maire, ah malheureusement le tampon là il est 1920, on ne sait pas exactement quand, mais on sait que c'est 1921 je pense. Alors là je ne vais pas tout vous lire, mais il fait ce qu'on appelle le testimonial, parce qu'il va aller prendre des signatures de maire, il reprend un peu les courriers qu'il a dû leur demander, dit donc faites-moi un courrier pour... Parce que, vous voyez, le secrétaire de la mairie de La Roche-Vineuse, c'est à quelques kilomètres de Mâcon, La Roche-Vineuse. Charnay-de-Mâcon, ça touche Mâcon. Hein. Et puis Chintré, c'est pas très loin non plus. Donc il va pas très loin pour leur dire, dites-moi, faites un petit mot. Quoi. Mais il faut voir un petit peu donc, tout ce qu'il a pu faire. C'est un vrai mailing, on pourrait appeler ça, il n'y a pas d'autre mot. C'est un mailing qu'il fait donc, dans les années 20 pour aller vendre ses cartes postales des monuments morts. Et alors il a des opérateurs pour la France et les colonies. À chaque fois, il émet son argument publicitaire. On va évidemment faire un tarif spécial, travail extra soigné, la grande photographie, etc., etc. Il y avait le télégraphe à l'époque, pas évidemment Internet. Enfin, on donne tous les renseignements pour pouvoir faire cette commande. Et on a évidemment pas mal d'exemples de ces cartes. Moi, j'en retrouve très régulièrement. Celle-ci est bardée de noir pour faire le sentiment de deuil. Son idée, c'était vraiment de dire que vous allez pouvoir, avec ces cartes postales vendues, payer une partie des frais. Vous voyez, ça rembourse un petit peu les... Vous voyez, il serait à notre époque, il y aurait certainement proposé les cartes postales à ceux qui se présentent aux élections en disant mais vous allez pouvoir la vendre, vous allez pouvoir récupérer vos frais. À chaque fois, il utilise des choses importantes. Alors, ça c'est la foire exposition de Rennes, pourquoi je montre ça? Parce qu'il se sert aussi du dos pour aller faire, allez, j'accepte, il va faire encore des opérations publicitaires pour lui. Et on change d'époque. Cette fois-ci, on est dans les années 20, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et là, voilà la voiture de Jean-Marie Combier, c'était sa fierté, il est photographié ici, sans doute avec sa première femme, et sans doute avec son fils qui était demi-frère, qui est décédé plus tard, et là on montre l'image, donc la voiture est presque le sujet principal, si je puis dire. C'est une Ford T. Donc maintenant je l'ai repéré, hein, j'ai son numéro d'immatriculation là. Hein. Donc maintenant chaque fois que je vois des cartes postales, 1166.5, je sais que c'est celle de mon père, et qui va faire partout. Donc j'en ai pas mal maintenant. Vous voyez, maintenant il va la présenter très longtemps. La revoilà capotée. Ah non, elle n'est pas capotée, c'est celle-ci, qui est à droite, le gros œillet. La revoilà avec la capote. C'est toujours la même immatriculation, dans les villages du coin.
Alors celle-ci est formidable parce que, regardez bien, la légende de l'image. Tramail, vue panoramique prise de la roche du Carcan, célèbre par ses lapins de Garenne. Il faut dire que mon père était un grand chasseur. Alors voilà, après il se lance dans la carte postale publicitaire. Et ça, celle-ci, c'est un exemple formidable que j'ai eu l'occasion c'est une des seules que j'ai pu retrouver. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, ce personnage, en l'occurrence, c'est le père de mon père, c'est-à-dire mon grand-père, qu'ici, c'est sa femme et sa sœur, donc sa belle-sœur, je ne pourrais pas vous dire lesquelles, je ne peux pas, et ça peut-être mon demi-frère, mais j'en suis pas sûr. Qu'est-ce que c'est que cet appareil? Audition en plein air sur l'appareil du Créteil. Mais c'est le premier autoradio. Regardez ça. L'antenne est quand même ici. Hein, vous avez l'antenne. Et puis c'était le premier autoradio. Et alors j'ai eu la chance de retrouver bien plus tard. Ici, c'est dans les lieux que nous avons encore maintenant. Et la même image, le même personnage. Mais là, mon père est sur l'image. Le voilà ici. Il s'est mis carrément en scène. Cette image est formidable parce qu'on peut voir même le nom du constructeur. Voilà le grand-père et qui fait la... Alors, d'après ce que j'ai su, parce que cette image, je l'ai récupérée chez un gars qui avait plastifié l'image sur une plaque. Il avait gardé ça en modèle. Et puis j'arrive chez lui, je dis, mais moi j'étais pour faire plastifier mes photos. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette photo? Ah, il me dit, c'est quelqu'un qui me l'a amené. Hein. Je dis, mais... Ah non, je ne peux pas vous en parler plus. Mais je dis, mais attendez, sur cette photo, c'est mon père qui est là. Oh non, mais non, c'est quelqu'un qui me l'a amené. Je dis, écoutez, monsieur, je vous affirme que ce personnage, c'est mon père. Il a fallu quand même que je négocie, il n'a jamais voulu me donner le nom du mec. Il me dit, oh, il y en a 12 comme ça. Mais bref, je suis quand même reparti avec le tableau et que j'ai chez moi et que j'ai photographié. Alors voilà, c'est publicité. Alors là, ça, c'est en 1923. Monsieur Combier est photographe diplômé. Bon, premier prix au concours de Paris 1907. Vous voyez, bon, c'est spécialisé dans la photographie industrielle. La découverte de la phototypie ayant rendu le grand service à l'industrie, il s'est vu dans l'obligation de faire l'achat de machines spéciales pour se procéder à l'impression. C'est vraiment un problème. Faut pas que j'appelle. Il possède un noyau d'opérateurs. Là, c'est clairement marqué. D'opérateurs outillés avec les derniers perfectionnements d'optique pour reproduction de tableaux, etc. Se charge de l'impression des catalogues illustrés, de tous les imprimés en général. Il s'est spécialisé dans l'expédition de cartes postales illustrées de profil de France. Ça, c'est une image quand même... Donc, des cartes postales publicitaires en voiture, voilà, pour des bistrots à Paris. Qu'est-ce qu'on fait au dos de la carte postale? On peut aussi mettre, plutôt que la carte postale, on peut mettre un calendrier. Au moment des fêtes, c'est sympa. Voilà la même carte postale du même endroit. Alors celle-là aussi, elle est sympa. Donc ça, c'est pour le châssis sans choc, voilà, qui passe partout. Et la preuve, c'est qu'il passe même sur un gros caillou, comme ça. Donc là, on voit bien la signature photo Combier Macon. On n'est pas encore combien imprimeur. Voilà une autre. Et là, c'est Antiquité, etc. Et tout. Ah, celle-ci, elle est quand même assez extraordinaire. Vous avez vu ce que c'est? Ici, là. Bah, ce sont des cochons, des petits cochons qui pendent. Ça, c'est de la volaille. Bah oui, c'est une publicité. On imagine s'il y avait une publicité comme ça de nos jours, il y aurait certains problèmes. Ça a des gigots qui doivent pendre, là, on ne sait pas exactement. Et ça s'appelle à l'Ave Maria. Et en plus, il y a une espèce d'hélice d'avion qui veut imiter le... Il faut le faire. Donc c'était pour un salon. Mais aussi, il a travaillé pour Sopiquet, et il a, dans les cartes postales, j'en ai mis 2, mais il y en a une vingtaine qui ont été publiées. Elles sont tellement chères sur Internet, je ne les achète pas. Tant pis. Mais en tout cas, il y a une vingtaine de... Oui, là, on est la numéro 14. Et puis, des choses comme ça, ça c'est formidable, puisque vraiment, maintenant, on a tout l'attirail. Puis il fait des photos, il va sur les foires, va photographier des stands, puis il va vendre des cartes postales de ces stands. Voilà, pour le super Vulcain 7, le poste que vous attendiez, Vulcario à Mâcon.
Et celle-ci, là, j'ai n'ai qu'une reproduction, mais elle est formidable quand même. C'est Innovation Montoise, on est à Mont-de-Marsan. Les chichis frecci. Goûtez et comparez nos spécialités et produits de première qualité. Tout acheteur d'une douzaine a droit à notre carte souvenir. Nous prions nos clients de bien vouloir les conserver. Tac, et en plus, il fait la publicité. Ah, et ça, c'est formidable. Si je pouvais la retrouver, il y en a un qui la vend à 300 €, ça va. Pas exagérer. Et puis, alors, il s'intéresse aussi aux artistes. Et quels artistes? Bah, vous connaissez tous Gilbert Savary. Non? Non. Ah bah quand même, Collier de la Reine, Grande des Heures. Bah, moi non plus, hein, je ne le connaissais pas, puis je n'ai jamais trouvé de trace. Si, je crois que j'ai quand même trouvé le Collier de la Reine, moi les citer quand même. Mais elle jouait petite fille. Voilà, et puis là on fait des tarifs, puis les artistes supprimer l'intermédiaire. On se demande quel intermédiaire, mais en tout cas, c'est supprimer l'intermédiaire. Et ils vendent ça. Et alors voilà, il y a quand même quelques artistes qui ont sur leur carte postale, j'en achète assez régulièrement. La Regia, la fantaisiste en smoking. La voilà en tournée avec Max Roger et les autocars. Formidable image. Alors ceux-là, il y en a 3 cartes. La petite troupe Fallon. On appelait ça le jazz. Vous savez, à l'époque, avec les orchestres, on disait c'est le jazz de l'époque, accompagné du plus petit accordiste âgé de 7 ans. Alors il y en a plusieurs, je ne sais pas si je les ai mis. Voilà. Alors il a dû grandir entre-temps, parce qu'on ne dit plus là qu'il est âgé de 7 ans. Là. Il doit avoir peut-être 10 ans, le plus petit accordiste. On ne sait plus lequel. Il est où là? Ah mais il est peut-être mort. Oh non, soyons pas cynistes. La femme fantôme, effectivement, elle est où? Ah, pas de chance. Hein. Ah, et lui, en 3 langues, 4 langues. L'homme qui marche sur la tête. Et celui-là aussi, là, Rudolf qui saute. Alors là, on voit les montages, on a bien connu, parce que entre celui qui est piqué, la tête qui est piquée sur son poteau, et lui qui va rouler sur les casettes, là. Tu as vérifié l'immatriculation? Ah non, je n'ai pas vérifié, mais ça, je sais que c'est pour la sienne. Il n'a pas eu de casette comme ça. Il avait une Prima 4. Mais je travaille là-dessus beaucoup sur les immatriculations. Mais lui encore, les montages. Oh, et ça, c'est touchant aussi. Regardez. Darberne, sa création, le plus beau dressage en liberté. Il dressait des oiseaux. Voir sa collection d'oiseaux vivants, nombreux et curieux exercices. Et voilà les petits oiseaux, c'est pas beau ça? 25 ans d'engagement dans les principales villes d'Europe. Oh, ça c'est dur à vivre. La chienne Congo, née sans épaules et sans pattes. Alors la chienne kangourou, je suppose qu'il avait dû faire des montages, des bricolages. Enfin, ça a l'air détouré. Hein, ça a l'air détouré. Oui, c'est fortement détouré. Ça par contre, ils ne sont pas détourés. Ouais, ils sont quand même pas mal. Et lui, c'est pas touchant ça. Paralysie infantile, sans pension, ne vit que la vente de ses cartes. Donc cacher les cartes. Et lui, c'est ça aussi le style, le peintre cheminot. Parcourt la France à pied pour mieux s'inspirer de la nature. Il faudrait voir si on trouve des œuvres de style, ce serait intéressant. Et là, l'équipe de coureurs Boston, avec la publicité pour les moteurs JA, la vitesse Burman, la chaîne Darby, les magnétos Ebel, le carburateur Hamal et l'huile Sailor. Donc ça, il devait participer, je pense, au financement de l'opération. Encore un autre, il y en a des dizaines, hein, comme ça. La petite Marcel. Et eux, là, le motodrome infernal. Alors j'en ai retrouvé une que j'ai en train d'acheter, là, de leur truc à eux. Là. Vous savez, c'était la roue de la mort. Monsieur Binks, le dompteur de bicyclette. Enfin, elle est quand même trouvée là, comme argument. Et elle, souvenir de Vanda, la charmeuse de serpent. Alors, il a, dans son activité, il a également acheté des photos à d'autres éditeurs. Vous voyez, par exemple, cette photo-là, c'est une photo qui a été publiée dans les années 1907 par la Maison Petit, et on la retrouve quelques années plus tard, publiée par Combier. Donc là, il y a eu pas mal de cas où on a trouvé des photos qu'il a achetées à d'autres éditeurs, qui plus ou moins qui avaient peut-être arrêté, etc. Là, par exemple, cette photo,
c'est pas une photo Combier, c'est une photo qu'il a achetée à un éditeur qui était à Besançon et qui a toute une série de photos très intéressantes sur Paris, qui s'appelait CLB, et il a racheté la collection. Vous avez reconnu la rue? Pas facile. Je pense que c'est le carrefour Croix-Rouge. Avec la rue du Four qui part. Donc là, ça doit être la rue du Dragon. Ici, là. Ça doit être ça. Hein, ça peut être ça. Alors, il était également passionné de tout ce qui était les effets d'optique, toutes les choses un peu particulières. Notamment le panoramique. Il avait vraiment... Il était passionné par ça, il avait à la fin de sa vie, il avait acheté un appareil photo qui faisait 110 degrés d'angle pour pouvoir faire des photos le plus couvertes possible. Et puis il a également expérimenté les gros appareils photo, vous voyez ici, on le voit là, avec, je pense peut-être mon frère, mais pas sûr, il est au Mont d'Or, et il a cet appareil photo énorme, parce qu'à l'époque, il publiait ce qu'on appelle des panos, il y a ces espèces d'impressions grandes comme ça. Hein, et c'était comme lui, il ne fallait pas agrandir, il fallait travailler au format. Donc il travaillait au format, donc le négatif devait faire quelque chose comme 60 cm de large. On va en voir d'autres. Vous voyez, les photos sont pas bonnes, mais on le voit ici, un peu pas terrible, on voit quand il est en train de faire la pose. Et donc ça servait beaucoup, notamment Lourdes, il y a eu beaucoup de choses publiées comme ça, on en trouve encore. Dans le désert, il y a eu des choses comme ça aussi. Des panos, en gros panorama, si vous voulez, c'est panorama. Donc c'est des grandes images, souvent colorées. Moi j'ai pu acheter la place Bellecour à Lyon, des choses comme ça. Là on est à Clermont-Ferrand, à Roya exactement. Vous voyez, on le voit bien ici, là. C'est lui qu'on voit dans... J'ai pas pu avoir une photo de plus grand format, parce que c'est des toutes petites plaques de verre, ça. Et on le voit avec son engin. Et puis à un moment donné aussi, il rachète des procédés. Alors ça, il rachète le procédé de ce gars qui a fait des bouteilles. Et des bouteilles... qui servait, alors on voit bien ici un petit faux bouchon, qui en réalité est une espèce une forme de système de manette, de tourniquet. Et à l'intérieur, il y a un calicot où il y a des photos. Alors il avait acheté ça à un monsieur, voilà, donc il achète ça à monsieur Minadono, Studio des Arts, Setrudler à Paris. Parce que là, il écrit, il cherche à acheter des bouteilles en bois. Vous voyez, il voudrait acheter des bouteilles. Il en commande 10 000 quand même. 10 000 bouteilles. J'en ai jamais vu une seule. Malheureusement, il faudrait que je remette à rechercher. Enfin bon, voilà. Et là, bon, on en profite pour voir, on est en 1930, donc ça se développe toujours. Les travaux typographiques, les cartes postales illustrées, Jean Combier, etc. Et puis il a également inventé un procédé. Alors, lui, son problème, c'était la couleur. Malheureusement, les photochromes ont démarré en 1904 avec les lumières, mais c'était très compliqué pour faire des reproductions d'autochrome, donc on n'avait pas le moyen. Donc lui, il va inventer un procédé de colorisation, de couleur, vraiment de couleur, à partir de négatifs noir et blanc. Bon, il le dépose, et voilà le résultat. Ah, c'est pas mal, hein? Belle couleur. Alors, il a eu plusieurs versions, parce qu'il y a eu des moments... Là, on voit bien, enfin, on voit bien. Moi, je vois bien, il y a de la trame, donc c'est de la typographie. Mais j'en ai vu également en hélio. Ah, ça donne des jolies couleurs. Et regardez, il se fait sa publicité avec... Il met carrément photochrome supérieur, imitant les autochromes. Quand on connaît la qualité des autochromes, qui était vraiment la première diapositive, vraiment, là, quand même, c'est un peu gonflé. Mais bon, son photochrome, il y croyait. Écoutez, j'ai retrouvé un tarif en 1948, il le proposait toujours. Moi, j'en ai rarement vu. Vous voyez, photochromie de luxe, nouveau procédé déposé. Et puis il fait la publicité avec les prix. Ben, évidemment, on ne fait pas de carte postale sans vendre aussi, voire donner des présentoirs publicitaires pour mettre les cartes postales. Donc il y a évidemment tout ça. Alors il appelle ça dépôt parce que les gens, on les mettait en dépôt, ils pouvaient les rendre. Voilà sa publicité en 1930. Donc tout ce qu'il fait, tous les blocs, les panoramas, les panos, donc c'est ça que je vous disais, bloc chèque, je ne sais pas ce que c'est, album géant, je ne sais pas ce que c'est, bromure, oui, bon ça bromure, c'est une photo, quoi. Héliogravure, c'est le procédé, album scolaire,
pas non plus. Dépliant, tête de lettre, catalogue, étiquette. Usine, 4 rue à Mâcon. Voilà à l'époque sa tête de lettre. Donc on est en 34. Alors il utilise Mâcon et la Saône comme procédé, comme vraiment faire valoir. Et puis ça c'est son équipe dans les années 30. Donc il est là, lui, ici. Et donc déjà des banquets, déjà des banquets, toujours une équipe. Donc là je vois un gars que je reconnais qui s'appelle Jean Longueville, que j'ai bien connu. Il a toujours autour de lui des gens très fidèles. Remarquez, aucune femme. On est dans les années 30, au Platane. Le voilà photographié par un grand photographe qui était devenu son ami, le commandant Tournassou. Le commandant Tournassou a été le patron du service photographique des armées quand il s'est créé en 1916. Et après, Tournassou a été surtout un ami des Lumières, et une grosse partie des autochromes Lumières ont été faits par le commandant Tournassou. Ils étaient chasseurs tous les deux, et voilà ce qu'a fait en 1934 Tournassou. Pour la petite histoire aussi, Tournassou était le grand-père de l'actrice Mick Michel. Pour ceux qui l'ont connu, ça c'est un peu vieux. Voilà. Et puis les affaires marchent, il s'achète un château. Donc là, il achète le château du Pertuis, regardez la bestiole. Et puis qu'est-ce qu'on voit apparaître? Propriété de monsieur J. Combier, Jean Combier, imprimeur à Mâcon, cru Bourgogne, appellation Mâcon. Mais c'était pas du tout pour habiter, c'était pour faire il y avait de la vigne, il y avait 8 hectares de vigne, donc il fallait vendre. Et finalement, dans ce château, il avait mis des employés de la boîte, parce que c'était le gros problème qu'il avait très souvent. Il proposait un emploi aux gens en disant, mais je vous loge. Et il est logé au château, quand même, c'est pas mal. Alors bon, le château était, vous voyez, là c'est un château fin 19e. Bon, il a disparu parce qu'il était en trop mauvais état. Mais enfin bon, voilà, le Châtelain. Et puis alors là aussi, il vous fait de la pub, attention, hein, l'expédition de vin en garde Chardonnay-Mâcon, comme s'il vendait ses cartes postales, il vend son vin. Alors c'était pas terrible, j'en ai quand même quelques-uns encore, parce que on a continué l'exploitation jusqu'aux années 80, et il me reste à peu près 3 bouteilles de ce fameux vin de Bourgogne, qui était quand même pas terrible. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait aussi? Les vendanges. Donc on prend, ici c'est le conducteur Elio, qui vient faire ses vacances en vendange, et ça c'est le conducteur comment ça s'appelle, de l'utilitaire, de la camionnette. Louis Labrosse et Jean Murier. Voilà, on prend les employés. Voilà, vous allez la voir, Madame Rude, ici c'était une femme qui faisait les pochoirs, et ça c'était la linotypiste. Angèle Tavio, ils occupaient la linotypiste. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, pendant les vacances, on leur proposait de prendre un peu de vacances pendant les vendanges. À tel point qu'ils ferment carrément. Ici, vous voyez, on est bien plus tard, on est en 1957. Congé annuel, fermeture, le 8 septembre. On ferme au mois de septembre, comme ça, on met les gens en vacances et ils font les vendanges. Voilà les bâtiments tels qu'ils sont encore comme ça d'ailleurs, puisqu'ils vont rester comme ça. Voilà, donc sa publicité directement du producteur détaillant. Et on voit bien apparaître là la marque CIM. CIM. Et donc on est en 35, ça y est, le CIM existe là. Il a créé son petit CIM et il va le garder jusqu'au bout. 36. Cette photo est intéressante, c'est la photo du bâtiment que j'occupe d'ailleurs, encore maintenant. Ici, c'est celui qui va devenir son beau-frère. Mais en 36, c'est tout, c'est une grève. Et cette photo, elle était dans son portefeuille plié en deux quand il est mort. Moi, j'ai récupéré le portefeuille, c'est là où j'ai récupéré la photo. En 68, il avait gardé cette image de 36, tellement s'il avait été marqué par ça. Alors, Combier, c'est aussi la technique couleur, parce que je vous ai dit, il était obsédé par la couleur, il voulait de la couleur, Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Là, il y avait celle-ci, quand même. Ça a été une tendance. Là, on est dans les années 20. Donc, on colorie en rouge. Ah, c'est pas mal, hein? Puis c'est naturel. Celle-ci, je suis content. Bon, ici, venez, tu peux reconnaître, c'est Trois Gros à Rouen. C'est la maison Trois Gros à Rouen, vous voyez.
Arles, c'est quand même mieux que le naturel, franchement. Mais on en trouve encore beaucoup. Nantes, superbe, avec le pont transbordeur. Bon, il y avait des exemples comme ça aussi. Alors là, où ça par exemple? Alors ça c'est Casablanca. Casablanca, ça veut dire la ville blanche, je crois. Hein. Je ne sais pas où ils ont été trouver ces couleurs, je ne sais pas s'ils existent. Donc tout ça, c'était complètement interprété et grossièrement. Alors ça, c'est un système qui a mieux marché. C'est sans doute que, on peut dire pendant au moins 10 ans, 20 ans, ils ont fait ce qu'ils appelaient le sépia ciel bleu. Sépia pour l'image de fond, et le bleu rajouté. Bleu plutôt vert, mais c'est parce que le temps a passé. Voilà. Le sépia, c'est bleu. Alors là, voilà une version un peu améliorée, toujours de Nantes. Vous voyez, les choses ont un peu évolué, mais là, on est sur de la phototypie, encore d'une autre coloration. Il y a des résultats presque impressionnistes. Hein, Monet, il peut s'accrocher. Ça, c'est pas mal non plus. C'est un peu froid quand même. De ne pas en prendre. Alors le cime a eu plusieurs variantes, pour pas dire plus. Hein, ça, c'était un peu fait à la main, quoi. Vous voyez, il n'est pas très beau, celui-là. Alors il y a ça, voilà, celle-ci, par exemple, il n'y a pas longtemps que je l'ai trouvée, celle-ci à Lyon, c'était quand même impressionnant. C'est une belle image avec tous ces toits, c'est extraordinaire. Donc on a fait des versions plus simples, comme celle-ci. Pourquoi pas? Mais voilà, des choses comme ça. Voilà, donc c'est une période un petit peu, vous voyez, où les couleurs sont importantes. Voilà, alors maintenant on va passer sur un autre sujet. Et là, j'ai la chance d'avoir ici deux personnes qui sont grands témoins de ce que vous allez voir maintenant. Voilà. Vous voyez, quand je vous ai dit on change de sujet, c'est quand même le cas. Eh bien, ces photos, ces cartes postales, je les ai vues toute mon enfance sur les machines. Aussi bien dans la version bromure que la version phototypie. Imaginez-vous, ça a dû me marquer quand même. Et finalement, je me suis posé la question d'où elle venait. Et au dos, il y a marqué R. Prouot, photographe à Hussinday. J'ai la chance d'avoir ici la petite fille de René Prouot, photographe, qui était un bourguignon finalement, qui s'était installé, vous allez me le dire si je me trompe, hein, parce que, non, non. Voilà, qui s'était installé en 1911, c'est ça, Alger? Oui. Alors qu'il était, ce garçon était épicier, il avait passé ça? Oui, Il avait passé un CAP d'épicier, et il était épicier, il travaillait à Auxerre. Oui, et à Vermenton. Et à Vermenton, qui était le village dans Lyon, d'accord. Et puis, finalement, René Prouot avait un père qui était assureur. Je ne me trompe pas, hein? Non, non, c'est bon. M'arrêtez, hein? C'est bon, c'est bon. Voilà, et cet assureur assurait les grands spectacles qui venaient en France, qui faisaient les tournées mondiales européennes. Alors, qui c'est qu'il y avait le fameux Buffalo Bill? Oui. Et puis il y avait, je ne sais plus qui, moi. Je sais Oui, pas, mais surtout Buffalo Bill dans le Bois de Boulogne. Et... Voilà, c'est ça. Et il était assureur de ces spectacles. Et donc, quand les spectacles venaient, évidemment, le petit René et sa sœur, il avait une sœur, c'est ça? Oui, non, mais elle était plus jeune, non, c'était lui, avec des sœurs, mais des sœurs voilà. aînées. Et il allait donc avec son père voir ces spectacles, il était complètement fasciné par cet orientalisme. Et finalement... Et puis les spectacles, les grands spectacles qui avaient lieu à l'époque dans les théâtres Châtelet, etc. Ah oui, c'est ça, le Châtelet. Oui, bien sûr, les chefs qui passaient. Et donc finalement, lui, il va recréer un atelier de photographie à Alger, à Hussinday. Oui, il était fasciné par l'orientalisme, effectivement. Et donc voilà des photos. Alors comment elles sont arrivées dans les mains de mon père? Et on va vous raconter la suite. Il faut dire que le père était mort prématurément et il s'était retrouvé à 13 ans avec des difficultés financières. C'est pour ça qu'il avait été épicier, parce que le père avait d'autres objectifs donc pour il a lui, fait son apprentissage. Oui.
Donc il montre vraiment une espèce d'orientalisme avec la Maxime, et on va vous expliquer pourquoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que René Prouhot, finalement, il y a une anecdote que vous m'avez racontée qui est vraiment formidable, c'est que avant de partir à Alger, ils ont voulu, avec leurs enfants, donc avec vos parents, ils ont voulu aller voir exactement comment ça se passait à Alger. Donc ils sont partis d'Auxerre un week-end, et ils ont été à Alger, un week-end. Sans le dire, Sans le dire aux parents. Aux autres personnes de la famille. Voilà. Et les parents se sont posés des questions en disant, mais vous étiez où ce week-end après? Et les enfants disent, oh ben on a pris le bateau, oh ben on ne sait pas trop, personne n'avait vraiment... C'était des petits, ils disaient de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et finalement, il décide de s'installer à Alger, donc après ce voyage. Et là, donc, il va faire toute extraordinaire collection. Maintenant, ça y est, c'est fini. Donc, alors, on en a évidemment des dizaines de Prouhot. Et alors, comment on est arrivé avec mon père? C'est parce que... Alors, comment ils se sont connus? On pense que il y a eu une exposition où mon père a exposé, c'était à Grenoble, Oui. qui s'appelait l'exposition de la houille blanche et du oui. tourisme. Un truc comme ça. Voilà. Donc je pense que mon père a exposé là, et c'est à ce moment-là peut-être que... Ils se sont rencontrés, oui. Voilà, en disant, mon père a dû dire à Prouhot, moi je peux vous imprimer vos cartes postales. Bon, en plus, Bourguignon, quand même, un petit peu quand même, même si le Lyon, c'est pas la Saône-et-Loire, enfin ils ont vraiment commencé une activité commerciale, et mon père imprimait les cartes postales de René Prouhot. Et puis un malheur arrive, encore pour René Prouhot, la perte de leur fils, c'est ça? Oui. Qui meurt du typhus? Non, d'une méningite. Du méningite. D'une méningite, oui. Et là, cérébrospinale. voilà, c'est ça. Ah oui, à l'époque, c'était vraiment là. Et alors donc, du coup, là, ils sont quand même très embêtés, et ils décident de rentrer en France, d'abandonner Alger, et donc il faut qu'ils trouvent quelqu'un pour l'acheter. Et alors donc, c'est ça qui est formidable, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer Madame Prouhot, Madame Marie Pêche. Et puis Bernard, qui sont là, parce qu'à un moment donné, ces femmes ont intéressé une jeune étudiante en photographie, qui est devenue maintenant une des responsables, enfin elle a été longtemps une des responsables du Festival d'Arles, et elle vient me voir, elle me pose des questions, en me disant, dites donc, ces photos de votre père, là, c'est qui, comment c'est venu, comment ça a été acheté? Alors, en plus, une jeune Algérienne, vous voyez, donc j'étais quand même assez embêté, quoi. Bon. Et dont le père était photographe. Et alors elle me dit, mais R. Prouhot, c'est quoi? C'est René? C'est où Hussanet et tout? Mais je sais pas. Hussanet, c'est la banlieue d'Alger. Oui, mais moi je savais pas à l'époque. Hein. Alors je dis, écoutez, je sais pas, puis on a commencé à m'énerver, toutes les questions qu'elle me posait, j'étais incapable de répondre. Alors du coup, j'ai passé, il y a un site internet qui s'appelle Les Amis du Sindem, un truc comme ça, où j'ai passé une petite annonce en disant, recherche tout renseignement sur R. Prouhot, photographe à Hussanet. Bon, j'ai lancé ça comme une bouteille à la mer, et un an et demi après, au téléphone de cette dame. C'est notre fils, parce que nous, on était complètement... Non, c'est vous qui avez fait ça. Non, c'est notre fils qui a trouvé votre... Ah oui, mais c'est vous qui m'avez appelé. Oui, non, si, c'est vous qui m'avez appelé. Oui, mais c'est lui qui nous a alerté. Ah oui, c'est lui qui a trouvé. Nous, en tout cas, moi, je me rappelle très bien, j'allais au restaurant, dîner avec mes copains dont faisait partie cet oiseau-là, hein, et j'allais effectivement... Et puis, coup de téléphone, c'était à côté de chez moi, et c'est vous qui cherchez les renseignements sur R. Prouhot? Je dis oui, Prouhot photographe. Elle dit, je suis son unique petite fille. Oh la vache! Ça, c'était quand même un an et demi après. Hein. Donc ça a été formidable, parce que d'un seul coup, j'ai dit, mais ça y est, je vais encore pouvoir savoir. Et effectivement, donc, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a, donc, vous avez toute la correspondance de la négociation entre mon père et René Prouhot. C'est absolument formidable, parce qu'il y a des courriers d'époque avec, vous voyez, c'était de lettres. Il y en a un que j'ai retenu particulièrement, c'est au bout de 2 ou 3 ans de négociation qui n'en finissaient pas, où mon père râlait en disant « Mais ça ne m'intéresse pas votre collection, vous comprenez, les concurrents mieux, puis vous en avez déjà trop vendu, qu'est-ce que les gens fassent? Ça ne se vendra pas. » Enfin, il râlait,
Et à un moment donné, plus le silence, et là, René Proulx écrit à mon père en disant, écoutez, que je sache, vous n'êtes ni auvergnat ni juif. Alors maintenant, vous vous débrouillez, mais vous allez vous décider. Et mon père a finalement acheté cette collection, et ça a été un succès considérable, puisque, je vous dis, j'étais gamin, 30 ans après, il y en avait tous les jours sur les machines. Et après l'indépendance de l'Algérie, Non, ça, dans le Grand Sud, nous avions un ami qui à l'époque faisait son service dans la coopération, le service militaire, et dans le Grand Sud, les cartes postales qui se vendaient, c'était toujours celles-là. Ah, bah, écoutez, oui. Puisque ça ne se Mais nous, démode on n'a pas, pu en vendre. les dunes et les chameaux. C'était du stock, je pense. Voilà, allez, on va avancer parce que on raconte des choses. Ah mais oui, donc... bon, alors là, évidemment, c'est une autre personnalité. C'est Fernande Lacharme. Fernande Lacharme, c'est en 1937, une jeune employée qui va être téléphoniste, standardiste, puis elle était sténodactylo, et puis qui va devenir, quelques années plus tard, la compagne de mon père, et évidemment qui est ma mère, notre mère. Et Fernande Lacharme, elle avait des anecdotes, elle racontait toujours qu'au début elle ne savait pas, elle était au téléphone, et on lui avait dit d'appeler pas à l'étranger, mais dans ce qu'on appelait l'Inter. Et elle n'avait jamais compris l'Inter, elle disait la Terre. Elle disait, allô la Terre. Voilà. Mais bon, elle a commencé comme ça. Et puis ça c'est comme alors donc la voilà ici avec Louis Taviot qui était le typographe, Jean Longueville qu'on avait tout à l'heure en 1930 qui lui était le papier, et puis elle est avec sa sœur Marcel. Ma mère est morte au début, enfin à la fin de l'année dernière, elle est morte le 27 décembre à 99 ans, et elle a fêté ses 100 ans en janvier. Voilà, bon. Donc, c'est la guerre. Alors, on fait des cartes postales un peu différentes. Mais bon, au début de la guerre, on fait des cartes postales pour ceux qui peuvent plaire. Donc, c'est Pétain. Et puis, c'est en 41. 1000 souhaits, bons souhaits pour pas un 41. Justement, en 41, pour Jean Combier, c'est une année difficile parce qu'il va perdre son père et puis surtout son fils Germain, mon demi-frère, dans des conditions qu'on ne connaît pas vraiment. Il va mourir d'un cancer violent dans l'hiver 41. Donc ça, c'est vraiment un coup très très dur. Mais bon, vous voyez, on fait quand même des calendriers et tout. Lui, c'est pas la bonne année. Encore que les cartes postales continuent à se faire. On fait de la publicité pour Maginot à l'époque. C'est un peu rigolo. Et puis, bah, ça y est, la guerre est finie. Et mon père, finalement, va se lier avec cette dame, ma mère, qu'on voit ici, clairement. Et il y a un petit garçon qui naît. Donc c'est mon frère aîné, et qui naît fin 41. Donc vous voyez, l'année 41, c'est une année bouleversante en émotions, de la joie, des peines, etc. Alors il a évidemment toute sa troupe, là encore une fois, c'est presque les mêmes qu'on voit en 1930. Mais ici, les femmes sont bien présentes. Et puis il y a son beau-frère, Marius, et puis ça c'est son ancien beau-frère, le frère de sa femme, qui venait de divorcer. Et puis ça c'est Robert, le frère de Fernand. Donc il y a toute sa troupe, ici c'est sa cousine, voilà. Et donc toute sa troupe qui va garder trop longtemps. Voilà Albertine, qui était son assistante, qui l'emmenait dans le sidecar. Alors elle, c'est une toute petite bonne femme qui faisait 1m30. Mais elle dirigeait l'entreprise, tout le monde en avait peur, y compris son mari. Mais ici c'est un des frères de ma mère. Et ici, c'est quelqu'un, un journaliste de Macron m'a dit, c'est mon grand-père, donc effectivement, le directeur commercial de la boîte à l'époque, Marcel Poirier, vous voyez, le bel homme, etc., bien sapé et tout, il était formidable. C'est marrant qu'il soit resté juché sur le banc, ah oui, alors qu'il n'y avait personne devant lui, c'est parce que le rang était si, réservé aux femmes. Ouais, mais c'est le banc, il continue, là. Ah oui, c'est vrai qu'il aurait pu... Enfin, il aurait pu être par terre. Ah oui, c'est vrai. Ça grandissait quand même, ça, maintenant. Ou alors quelqu'un a été effacé devant lui. Ah non, non. C'est un original, il n'y a pas de... C'est ça. Non, mais ça le grandissait quand même. Ça grandissait, oui. Sinon, il était tout petit. Alors, en fait, cette image que vous avez vue, c'est pour un banquet, parce qu'on faisait des banquets partout. C'était le 24 juin 1945, et on cite les morts, donc Germain Combier,
Jean Genetier, qui étaient donc des employés de la boîte, les prisonniers, qui étaient encore les prisonniers, vous voyez. Et on voit donc des gens que j'ai bien connus. Et Albert Seppelt, c'était le fameux neveu, qui a continué l'activité de photos scolaires. Voilà la famille, donc avec la nouvelle voiture, c'est une 201. Donc ici, ma mère est là, on est en 1941. Alors ici, il y a mon frère aîné et ma sœur. Et sur le capot, il faut vraiment deviner ce que c'est un moteur de bateau. Parce que mon frère m'a dit l'autre jour, mais oui, parce qu'on avait été au lac d'Aiguebelette, et comme il voulait louer une barque, mais il ne voulait pas ramer, donc il a emmené sur le capot de la voiture, il a fait le moteur de bateau. Voilà, donc voilà les publicités des années 50, donc vous voyez, les temps passent, la cime est toujours là. Ah oui, il a eu une médaille d'or en 1935 dans Bruxelles. Bon, j'ai retrouvé la médaille qui n'est pas en or, mais enfin bon, une médaille d'or quand même. Et puis, entre-temps, il a créé une usine à Saint-Laurent-sur-Saône. Donc, et là, on voit toujours les procédés photochrome, bromure, typographe. Allez, on avance dans les années. Allez, encore de la publicité, Beaucoup d'opérations avec le personnel. Ça, c'est un voyage au Galibier. Donc, on la retrouve ici et là. Ma mère est ici. Les enfants mais sont partout. Moi, j'étais pas. En tout cas, ça, c'est sûr. Tout le monde se retrouve. Il y a eu beaucoup. J'en ai pour l'instant 4 photos de voyage comme ça. Bon, puis on change d'époque, on change de voiture. Ça y est, maintenant, il a changé de voiture. Il a acheté cette espèce d'énorme voiture. Alors, il a acheté ça dans des conditions curieuses parce que c'était pas vraiment son genre, mais il aimait bien les voitures allemandes. D'abord, il aimait bien ce qui était allemand. Curieux, d'ailleurs, il appelle son fils Germain, alors qu'il est né en 1915, en pleine guerre. Il l'appelle Germain. Bon. Et donc, il a l'occasion, il discute un jour avec son dentiste qui venait d'acheter cette voiture et qui lui dit « Oh, monsieur Combier, mais j'ai acheté cette voiture, mais c'est trop gros pour moi. Mais puis, je comprenais, moi, de placer dans ma compte cette voiture, les gens vont se dire « Mais d'où il sort cet argent? Puis comment c'est possible? Vous ne pourriez pas me la racheter ?» Et effectivement, il l'a racheté d'occasion. Et il l'a gardé 20 ans. Voilà les photos des 50e anniversaires de la boîte, en 58. Un peu plus tard, il avait fêté un autre anniversaire. Tous les ans, il y avait des fêtes qui étaient aussi importantes que ça, au moment de Noël. Voilà le Père Noël, mon père et ma mère avec le Père Noël, Robert Allouin, qui était celui qui a dessiné, qui a créé des animaux avec des bulles, c'est lui qui a créé ça. Il y a même des Yvon Chaloyard qui est présent. J'en profite pour vous dire que j'ai une cassette d'un film qu'on a fait. Donc il y a Yvon Chaloyard, témoin d'ailleurs, si ça vous intéresse, pour 10 €, c'est vraiment pas cher. Et c'est pas du tout ce que je raconte, mais c'est d'autres choses. Et au moment où on parle de tout ça, et notamment, il y a des séquences animées intéressantes. Honneur aux cartes postales Cime. Et puis alors, ça, dans les années 50, encore un nouveau développement pour Jean Combier. Et il y avait depuis longtemps, il avait vu qu'il y avait des photos à faire en avion. Mais c'était pas facile de faire des photos d'avion parce qu'il fallait être équipé, les appareils étaient lourds et tout. Et à la fin de la guerre de 40, il y a eu une opportunité. Vous voyez ça, des photos qui ont été faites avec ces avions. Vous voyez, les ailes posent des problèmes, ça gêne l'aile qui est en dessous là. Donc il y a une opportunité, c'est des avions américains qui s'appellent les Piper Cub, qui sont des tout petits avions et qui vont des ailes hautes, qui sont très légers, que les Américains laissent sur le territoire français, c'est les avions d'observation, donc c'est les domaines qui les revendent. Et là, Jean Combier, qu'on voit ici, donc, avec une de mes sœurs là, ma mère, et Jean Combier, lui, va se lancer là-dedans, achetant des avions pour faire la photo aérienne. Alors ça, c'est une photo que j'ai retrouvée très récemment, il y a moins d'un mois. Superbe image, on voit, c'est pas le même avion que tout à l'heure, celui-là c'est le DMX, et avec des employés maison, ça je reconnais ici Pierre Pilon, alors mes sœurs, et voilà l'avion donc qui va utiliser, donc il va en acheter un, puis 2, puis 3, puis 4. Et il va lancer des équipages pour faire des photos. Il va même mettre de la publicité sur l'avion pour que ça coûte un peu moins cher. Et puis voilà, donc il fait ses publicités. Donc ça c'est le même qu'on a vu en diapositive tout à l'heure. Et là maintenant le logo Cime va changer.
on va lui ajouter l'outil d'avion. Donc, quand vous voyez des cartes postales SIM avec cet avion, c'est les photos aériennes. Alors, c'est pas toujours, il y a des erreurs de temps en temps, mais bon, elles sont rares. Mais en tout cas, ça balise, moi je sais que pour mes recherches, c'est idéal, c'est le profil de la photo qu'on a vue tout à l'heure. Et on utilise ce fameux, alors là, c'est pas le japonais, celui-là, c'est un appareil français cette fois-ci, qui s'appelle l'Altiphone, créé par la société Jules Richard. Et Jules Richard, combien le connaissait bien, parce que c'est eux qui avaient lancé les premiers appareils stéréoscopiques. Et mon père était fasciné par tout ce qui était stéréo, et Jules Richard faisait des appareils photo destinés à la cartographie aérienne. Le voilà. Mais il avait un avantage, c'est que on pouvait mettre 100 photos, toujours en grand format, plus grand que la carte postale, un viseur qui permettait de faire les photos, là équipé à main levée, et hop, on y va, on fait les photos. Donc il équipe ses photographes, ses avions de photos aériennes, et lui qui voulait qu'il y ait des photos dans toutes les communes de France, là avec la photo aérienne il va y arriver. Parce que les gars faisaient 200 photos par jour. Donc dans les villages, ils tournaient sans arrêt. Et ça donne des résultats formidables, quoi. Ça, c'est des négatifs qui sont comme ça, hein. Grands, très vite. Regardez un peu la densité. C'est Lens. C'est juste à l'emplacement du Louvre. Pour ceux qui connaissent le Louvre à Lens. Et puis ça permet, le Piper, il faisait pas de bruit, il descend à 50 mètres. Regardez la hauteur des immeubles, il est presque à la hauteur des immeubles. Alors ça permet aussi de faire des grands plans, et puis on va pouvoir montrer, vendre des cartes postales un peu plus générales, donc on va les vendre dans plusieurs endroits, à la Bourboule, au Mont d'Or, on vend tout, donc ça résout beaucoup de choses. Mais on fait des vues plongeantes sur Paris aussi, des gros plans sur le Panthéon, ou sur l'Arc de Triomphe. Ah, et ça donne quand même vraiment des résultats formidables. Alors on va le vendre aussi coloré quand même, parce que faut quand même mettre un petit peu de couleur, quand même dans tout ça, c'est un peu triste. Et puis là, par exemple, Roissy. C'est Roissy. Ça c'est Bretigny. Vous voyez, vraiment, on est concentré, les gens peuvent mettre les croix sur les maisons, il n'y a pas de problème, la carte aérienne, ça marche. Ça c'est Villepinte, dans les années 50. Je ne vous dis pas où c'est. Alors ça permet aussi de photographier les plages, des choses comme ça. Et ça, les immeubles, vous voyez, les gens recherchaient, ah c'est mon immeuble, ah bah tiens, il y a une croix en fait, je n'avais même pas vu. Ouais. Si vous regardez bien, il y a une croix. Ouais. Ça c'était typique. Mais on va faire pour la Sabena, il va faire des cartes postales aussi. Ça c'est la Sabena qui a fourni les immeubles. Et puis on va aller en Afrique du Nord. Et oui, parce que là aussi, on va y aller avec là, c'est au Maroc. Faire des campagnes complètes. Alors, vous parlez tout à l'heure de l'indépendance, on leur a fourni des cartes postales comme ça. Et après l'indépendance, j'ai retrouvé, il y a des gars qui étaient des éditeurs algériens qui nous ont piqué l'image pour la revendre en mettant une espèce de bordure couleur, fait en Algérie, et ils donnaient l'illusion que la photo avait été faite après l'indépendance. En réalité, c'est des photos d'avant, parce que j'ai le négatif. Vous voyez, ça donne des résultats. Ici, vous connaissez tous, c'est extraordinaire, chose qui a disparu. Vilaine, sur la Seine, Vilaine-sur-Seine. Ah oui, comme ça aussi, les premières autoroutes. Regardez, c'était l'autoroute A7, je ne sais même pas si elle est ouverte. Et après, ici, l'autoroute A6 avec le Borel. Voilà. Non, c'est pas de Londres, c'est Bourgogne, c'est Mâcon. Ah, c'est Mâcon. Et c'est là où a été créé un restaurant gastronomique à l'intérieur de ce pont, qui a été étoilé. Alors, il y avait des équipages, donc on voit là un célèbre, c'est Jean Goiset et Jean Manigan. Moi, c'est les deux personnages qui m'ont beaucoup apporté. Jean Manigan m'a beaucoup apporté, hein, parce que il a été photographe installé après, et on a beaucoup conversé. Alors là, on les voit ici, leur trophée, c'est un aigle qu'ils ont tué avec l'avion. Parce qu'évidemment, cet avion, Goiset, c'est un pilote de chasse, et il a toujours fait des exploits. Alors ces exploits, c'était notamment un de ceux-là. Mais un jour, il s'est pris une clôture sur une prairie. Moi, je l'ai vu un jour, il nous emmenait, parce que quand on était gamin, vous voyez, on allait en Savoie en vacances, et il y avait les avions, voilà, les avions maison, tout au moins le premier et le deuxième. Ah, mais c'était bien celui-là.
Et oui, ça c'est extraordinaire, celui-là, je l'ai découvert l'autre jour, et quand on a vidé la maison, je l'ai fait la semaine dernière, on a retrouvé les carnets on a tous les carnets de vol de tous ces avions, je n'avais jamais entendu parler. Donc les voilà, 2 avions maison, donc Aiguazet, il faisait un petit peu de cinéma, c'était un playboy un petit peu, il était toujours un petit peu, et partout où il allait, il se faisait plaisir avec son avion, il faisait des démonstrations. Et donc il a fait acheter à mon père un avion qui était un avion tout à fait exceptionnel, qui était le même avion qu'un grand pilote photographe qui s'appelait Hermann Geiger, qui était suisse. Lui, c'était pilote de glacier. Donc il allait se poser sur le glacier et il faisait des photos de glaciers. Et lui, il faisait la même chose. Alors, là, c'est... Vous voyez, il faisait un peu le malin, etc. Il faisait des baptêmes de l'air, des choses comme ça. Et puis, évidemment, nous, quand on était gamins, voilà, il nous emmenait, ça c'est une des photos que mon père a fait, alors que nous, on est... Vous voyez, il y a le coussin, c'est pour un de nous deux, mon frère et moi. Il nous emmenait sur le Mont Blanc, là on est à Annemasse, et on faisait le tour du Mont Blanc avec lui, évidemment. Ça arrangeait bien, parce que il exagérait un peu les frais de route, mais mon père pouvait rien dire, parce qu'il emmenait les gamins faire un tour. Donc, ce Jean Goisset, c'était un personnage. Et, je me souviens qu'il y a eu l'altiport qui a été créé à Courchevel, et l'avion qu'il avait pouvait se poser sur l'altiport de neige. Et lui, évidemment, il descendait dans les meilleurs hôtels à Courchevel. Et quand il a envoyé sa note de frais, mon père qui regardait, il a mangé du homard hier quand même. Hein. Donc ce Jean Goisset est un personnage. Mais son argument, c'est de dire, Monsieur Combier, moi, j'en ai marre d'être avec un photographe, vous avez qu'à m'installer sur l'avion, malheureusement, j'ai pas de photo, vous m'installez deux appareils photo qui sont de chaque côté de l'avion, et puis vous mettez des déclencheurs, et puis je vais faire comme des mitraillettes, si vous voulez. Et donc il était lui-même devenu photographe opérateur. Donc c'est pour ça que c'est un argument. Ça, dans les dernières images marrantes, la carte magique, j'ai jamais su ce que c'était, mais j'ai fait un essai quand même. Quand on la scanne, regardez ce que ça donne. J'ai fait un scannage de cette image. Vous voyez, en transparence, vous apercevrez les couleurs naturelles. J'ai fait un essai de scan, ça donne sur voilà, la publicité sur une de chevaux. Alors les procédés photographiques à l'époque, c'était ça, c'était du bromure. Hein, c'était des grandes, des bobines et des bobines complètes de papier qui faisaient des kilomètres, et ça séchait comme ça. Ensuite, on les coupait. Voilà, alors les résultats, les voilà, hein, le bromure. Regardez l'autoroute magnifique, l'autoroute A13. Voilà, Paris dans les années 50. Tout ça, c'était fait par des systèmes bromure comme ça. Alors, pour équilibrer les tons, pour ceux qui font de la photo, on utilisait des systèmes de calque sous les images. Voilà, alors la même version colorée. La même version colorée. Colorisée. Là, c'est carrément tout colorisé. Ah bah c'est presque ça. Hein. Ah bah la flèche. Immortalisée. Un garde de lion tout en couleur. Au grand temps. Alors voilà, donc après est apparu quand même à la fin, dans les années 70, est apparu les hectachromes. Donc ça c'est un hectachrome, mais on ne savait pas vraiment les traiter. Alors finalement, il y en a beaucoup qui ont été tirés en noir et blanc. Donc c'était un peu le comble. Et puis après, on est revenu quand même à ça, quoi. Colorisation. Alors qu'on avait quand même un élément de quadrichromie qui n'était pas le même. Alors, il faut attendre encore un peu de temps, il y a encore du temps à passer. Alors finalement, là, j'en conviens encore une autre idée. Je suis un peu long, hein. Je suis désolé, c'est... Ah oui, quand même. Bref, on va aller vite. Donc là, il en a eu marre à un moment donné de trouver des procédés qui n'allaient pas. Il a dit, mais finalement, on va faire de la photocouleur, de la vraie photocouleur, parce que on avait des tirages, ça marchait très bien, les tirages d'amateurs et tout. Pourquoi pas les faire industrialiser? Malheureusement, il n'a jamais réussi à dominer le procédé. Et voilà les couleurs. Ça, c'est un tirage, ce qu'on appelle bromure couleur, c'est le tirage classique du photo, quoi. Voilà les couleurs. Ça sortait souvent pas mal. Et ça, dès qu'il y avait une température un peu forte, ça devenait tout rose comme ça. Donc il n'y a jamais eu moyen de le maîtriser. Voilà la photo normale, même naturelle. Et voilà le résultat coloré. Vous voyez, ça ne marchait pas.
château de Pierrefonds. Voilà, par exemple, ça, des photos publicitaires où mes deux sœurs sont là. Tout sortait comme ça. Alors ça bouge plus maintenant, mais par contre, après, voilà. Et ils vendaient ça quand même en disant je vous présente les toutes dernières nouveautés. Hein, par exemple, est tiré en tirage direct couleur, naturel, d'après cliché couleur. Ils parlent, non, les gens ils étaient contents quand ils voyaient ça. Et pourtant, il avait fait, on le voit ici, hein, il avait été en Suisse faire des stages de formation à la couleur, une boîte qui s'appelait T. Non, j'ai oublié. Bref, une grosse boîte suisse qui faisait ça et ça n'a pas marché. Donc on imprimait après les cartes postales, les couleurs, on les imprimait là-dessus. Donc on avait ces systèmes de cartes qui étaient noir et blanc et on allait porter la couleur avec les machines à imprimer. Et puis enfin est devenu quand même les premières quadrichromies. Donc ça c'est vraiment les premières quadrichromies. Ici c'est l'ancienne autoroute A4 à Charenton. Voilà, donc là la photo naturelle, enfin le tirage original. Donc là il y a même tous les éléments sur les ventes. En 64, là. Et là les premières en 64, les premières quadrichromies. Bon. Alors le CIM a changé. Ça, c'est une version que je n'ai pas beaucoup aimée, qui était un peu vilaine, mais bon, il fallait le changer. Voilà. Voilà la couleur naturelle. Voilà les quadrés aussi. Celle-ci était un peu exagérée. Donc là, c'est des tirages qui sont faits en héliogravure. Il avait trouvé un système pour ne pas utiliser 4 couleurs, on ne prenait que 3 couleurs. Regardez cette photo aérienne magnifique de la Défense. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Malheureusement, on n'a pas de tirage. Voilà un autre point de vue de la Défense. Donc les premiers hectares étaient quand même super. Mais on fait quand même de la publicité pour la Maison Combier, depuis 50 années. Ou celle-ci, qui n'était pas terriblement, pas terrible. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les années 64. Non, qu'est-ce que je raconte 67, 67. Voilà, les machines offset arrivent, c'est des machines suédoises. Et là, on est passé à la quadrille. Et petit à petit, tout le reste va supprimer. Donc, je vous résume ici les marques SIM et les marques Combier pour ceux qui trouvent des cartes postales. Combier. Il y a ici toutes les époques. Donc, du début, Combier Serrière jusqu'à la fin, 84, puisque la marque SIM, si vous voulez, la société a été vendue en 82, en dépôt de bilan. Et les gens qui ont racheté n'ont jamais repris la marque, bien qu'ils leur appartiennent. Ils ne s'en sont jamais servis. Voilà, puis une dernière photo du couple, mon père et ma mère, une photo très récente, enfin pas récente, mais très ancienne que j'ai retrouvée, mais c'est dans les années 67. Alors je m'amuse toujours à montrer cette image parce que c'est pas du tout dans le plan, mais regardez bien de quoi il s'agit. On reconnaît Lino Ventura, Alain Delon. Et là, qu'est-ce qu'il tient? Une carte postale. Et cette carte postale, vous ne le voyez pas bien, mais moi je vous le dis, c'est une carte postale SIM. Et pourquoi je la montre? Parce que regardez, c'est dans le film Les Aventuriers, et finalement, dans le film, si vous vous rappelez bien, ils vont présenter à ce petit gars qui dit voilà, il fait ce truc-là, il faut aller, etc., etc. Donc c'est comme ça que s'est fait connaître le Fort Boyard. C'est grâce à cette carte postale. C'est vrai. Voilà. Merci. Merci Marc, ça a été brillant, c'était très très bien. Et alors, il y a des choses à vendre là, tu disais? Oui, alors je disais, on a fait un film. Bon, parce qu'à la suite d'une conférence comme ça, une journaliste, une réalisatrice qui est venue et qui a voulu faire un film, elle a réussi. Et donc elle a fait un film de 52 minutes qui est passé sur France 3 il y a 2 ans. Et qui reprend pas du tout la même chose, mais elle a fait vraiment son système. Donc si vous en voulez, ça vous intéresse. Ce sont des DVD. Il raconte un peu la même histoire, c'est les cartes postales de Jean Combier avec des témoignages. Alors il y a Paul Jay, le patron du musée Nièvre, moi, mon frère, des photographes aériens. Et puis il y a une historienne aussi de la photographie qui raconte des choses. Il y avait un livre aussi, non? Il y avait un livre. Alors, il y avait un livre, mais il est épuisé.
quasi presque épuisé. Mais moi j'en ai 3 exemplaires. Ah oui. Donc on les trouve sur internet. Ça s'appelle Combier Une histoire. un siècle de cartes postales. Voilà. Super. Voilà. Merci Marc. Ouais, je vous en prie.